En fait, pour introduire, je vais commencer par me présenter. Je vais pas parler de moi très longtemps, vous inquiétez pas. Donc, je m'appelle Antoine Scalogna, je suis médiateur et intervenant indépendant. Assez récemment, j'ai soutenu un master, soutenu un master avec un mémoire dont le sujet était les médiations du jeu vidéo indépendant. Euh, Quelles configurations différentes peuvent se trouver au niveau, au niveau des médiations? Comment est-ce qu'on peut trouver aujourd'hui de nouvelles figures de médiateurs et de médiatrices qui sortent un petit peu des schémas traditionnels enfin, pas universitaires, mais au-delà de ce que nous, on peut faire en salle de cinéma ou directement avec les élèves, par exemple. Et lors de du début de mes recherches, j'ai été assez étonné de constater que l'approche psychologique était encore assez présente lorsqu'il s'agissait de parler de jeux vidéo à un public. Encore récemment, à Pessac, donc pas si loin d'ici, en début d'année 2022, il me semble, il y a eu des journées autour du jeu vidéo, et ça a été un des axes principaux de la journée, comment parler du jeu vidéo, euh, toujours en évoquant cet aspect psychologique, l'aspect addictif notamment, qui ressort beaucoup. Ici, on va pas du tout faire ça. On va partir du principe que le jeu vidéo, en fait, c'est un objet culturel qui est comme les autres, et on va essayer de voir comment est-ce qu'il rencontre l'éducation aux images. Alors, avant de commencer directement, je voulais vous poser une question générale. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui estiment qu'ils ne s'y connaissent peu ou pas du tout en jeu vidéo? D'accord, donc merci, ça fait quand même pas mal de bras. On va essayer d'être le plus ouvert et le plus explicatif possible sur les termes et sur les noms aussi qu'on va pouvoir évoquer, vous inquiétez pas. Et de toute façon, ce qu'on fait là, ça va être une approche qui est très très large. On a décidé un petit peu de revoir toutes les questions qui peuvent se poser quant à la médiation, à l'éducation aux images et pour le jeu vidéo. Et pour ça, on va aborder 5 sujets. Donc 5 grandes discussions. La première, ça sera pour commencer la base, les médiations entre jeux vidéo et cinéma. On va pas refaire un historique, mais voir comment est-ce que nos différents intervenants peuvent proposer différents formats autour de ça. Je sais que la plupart des personnes qui sont ici normalement ont d'abord le cinéma en objet d'intérêt en ligne de mire et voir les liens qui peuvent se créer avec le jeu vidéo. Et puis on va se demander aussi, est-ce que le jeu vidéo, ça peut rester, enfin ça ne reste qu'un produit d'appel encore aujourd'hui, alors qu'on pourrait penser que ça a pris un peu son envol. Ensuite, on abordera les angles pour s'intéresser aux jeux vidéo. Donc, est-ce qu'on l'aborde d'un point de vue de la production? Est-ce qu'on s'intéresse d'abord au gameplay? Donc, le gameplay, c'est un petit peu normalement ce qui est censé être la sève du jeu vidéo, ce qui fait le jeu vidéo. Est-ce qu'on l'aborde comme une œuvre ou comme un produit? On enchaînera avec le jeu vidéo comme outil d'éducation populaire. Alors ça va être une séquence où on va essayer de voir les choses de manière un peu plus horizontale. Est-ce que, par exemple, voir ce que la création ou les approches intersectionnelles peuvent apporter aux jeux vidéo, ou est-ce qu'elles peuvent le révéler comme un outil démocratique? Ça sera peut-être plus clair quand on abordera le sujet directement. Ensuite, on reviendra à quelque chose de peut-être un peu plus terre à terre, en se demandant quels sont les espaces et quels acteuristes sont là pour traiter du jeu vidéo dans l'éducation aux images. Et on reviendra, ne vous inquiétez pas, sur les questions de matériel, de droit, des formations, les dispositifs. Et après avoir fait tous ces sujets et après être parti du point de vue que ça y est, vous êtes prêt et prête à traiter du jeu vidéo dans le cadre de vos activités à vous, on va essayer de s'intéresser, pour terminer, à voir comment intéresser aux jeux vidéo les encadrants. Donc par encadrant, j'entends professeurs ou structures que vous pourriez solliciter, et également finir par la question des institutions, voir comment est-ce qu'on essayer de motiver les institutions, concrètement les personnes et les gens qui donnent de l'argent. Donc voilà, aborder le sujet du CNC, des DRAC, etc.
On ne va pas parler tout du long comme ça pendant 2 heures. On va avoir 2 temps d'échange avec vous pour éviter les frustrations qui pourraient et les envies de s'exprimer qu'il pourrait y avoir au bout de ces 2 heures, un petit peu moins. Donc questions, partage aussi d'expérience, n'hésitez pas. Et avant de commencer, je vais faire quelques remerciements. Donc déjà à l'équipe au Cinéma Le Select et à l'équipe de l'Archipel en particulier, à Eva et Carole. Pardon, excusez-moi. Donc en particulier à Eva et Carole qui m'ont beaucoup aidé à avancer là-dessus. De toute façon, on a créé cette table ronde ensemble. Et puis à mes intervenants et intervenantes que je vais présenter dès maintenant. Je vais commencer par ordre alphabétique, comme ça il n'y aura pas de jaloux. Donc je vais commencer par présenter Isabelle Harver. Vous êtes artiste, commissaire d'expo. Et vous animez des ateliers de machinima depuis au moins 2009, si j'ai bien compris. C'est ça, alors on va réexpliquer ce que c'est les machinima pour aller très rapidement. Ce sont des films qui sont faits avec les moteurs d'un jeu vidéo. Et vous avez récemment soutenu une thèse sur la décolonisation. Pas encore soutenu, c'est rendu déjà, ça va arriver. Rendu une thèse sur la décolonisation des jeux vidéo et de l'art. Voilà. Ensuite, Mehdi Derfoufi. Vous êtes docteur en études cinématographiques et maître de conférences en études culturelles à l'Université Paris 8. Vous avez été programmateur et responsable notamment d'un réseau d'éducation pop, c'était l'UFEJ, il me semble. Et vous êtes également l'auteur d'un livre qui est sorti en 2021 aux Maisons des Sciences de l'Homme qui s'intitule « Racisme et jeux vidéo ». Marine Lecavzanet. Vous êtes chargé de médiation culturelle au sein de l'association 3D Combo qui est basée à Rennes. L'association, elle mène des ateliers de jeux vidéo avec des publics assez divers et elle s'occupe notamment de l'organisation du festival de jeux vidéo, le Stunfest. Et auparavant, vous avez travaillé au sein de l'association Clair Obscur, notamment en tant que coordinatrice des dispositifs d'éducation à l'image et au sein du festival Travelling, qui traitait des grandes villes, c'est ça, dans le cinéma. Et enfin, Alexandre Suzanne, vous êtes présenté tout à l'heure. Vous avez créé l'association Playful, qui fait des actions autour du jeu vidéo principalement en lien avec le cinéma. Et vous avez créé ça après le mémoire, après avoir soutenu un mémoire à la FEMIS qui s'intitulait « Comment construire des médiations de jeux vidéo dans les cinémas ». Je vais juste faire un mot rapidement. Vous avez peut-être vu que sur le programme, il y avait un 5e nom, c'était celui de Raphaël Jacquereau. Alors, malheureusement, il ne peut pas être avec nous aujourd'hui. Raphaël, c'est le directeur du cinéma Le Pixel, qui est basé à Orthez. Pour ceux qui ne sauraient pas, Orthez, c'est à 1 heure de voiture d'ici. Et il a notamment un programme qui s'appelle le Pixel Play, qui se joue en hors temps scolaire, où il y a notamment des rencontres avec des professionnels de l'industrie et des séances entre films et jeux vidéo. Voilà. On va pouvoir commencer donc avec le sujet des médiations entre jeux vidéo et cinéma. Vous avez sûrement pas manqué l'information que un peu plus tôt cette année, il y a eu un film qui est sorti, qui a fait grand bruit en tout cas dans les personnes qui s'intéressent à la fois aux jeux vidéo et au cinéma. Donc c'est l'adaptation de la licence Super Mario. Il y a eu beaucoup de discussions et beaucoup d'événements, on le sait, qui se sont joués autour de ce film et de cette licence, et s'est posé la question de savoir comment est-ce qu'on pouvait faire quelque chose d'assez innovant, ou est-ce qu'on restait plutôt sur du traditionnel en comparant le jeu au film, les jeux au film au pluriel, si on se rappelle de celui de la fin des années 90. Est-ce que vous pourriez m'expliquer, enfin l'un d'entre vous pourrait commencer par m'expliquer comment est-ce que le format entre jeux vidéo, qui compare directement le jeu vidéo ou des jeux vidéo avec le film, a été amené à être le plus répandu, celui qu'on retrouve le plus aujourd'hui. Alexandre, par exemple. Tu parles des adaptations de jeux vidéo en film ? Comment est-ce que, lors des actions de médiation, on s'attaque à présenter un film et à montrer des jeux vidéo qui vont lui ressembler? C'est ce qu'on fait en ce moment-là. On essaie de légitimer le jeu vidéo comme quelque chose d'intéressant. Et du coup, on se sert de quelque chose qui est déjà passé par ces étapes-là, à savoir le cinéma. Donc, ça, on en est là, mais c'est pas grave. C'est super intéressant de parler de cinéma, donc ça marche comme ça aussi. Mais oui, tout à fait. Présenter
les jeux vidéo, surtout quand c'est adapté d'une licence comme Super Mario, c'est tellement iconique qu'on ne pouvait pas ne pas le faire. Comme on aurait présenté, je sais pas, des peintures, si c'était un film sur le biopic d'un peintre, par exemple. Voilà, c'est vers là que tu veux aller? Oui. Ok. Parce que spécifiquement, par exemple, sur Mario, au-delà du film en tant que tel, j'ai l'impression, en baroudant pas mal, que le premier format vers lequel les lieux culturels vont, que ce soit cinéma ou médiathèque, autour du jeu vidéo, autour d'une action culturelle, c'est souvent le tournoi Mario Kart. Parce que ça permet c'est un jeu qui est très très connu, très identifié comme étant familial, qui permet de faire jouer plusieurs personnes à la fois. On pouvait faire un format de tournoi autour, du coup un tournoi, tout le monde sait ce que c'est pas compliqué, il y a des gagnants, des perdants, un vainqueur à la fin. Bon, tout ça, ça a plein de problèmes, parce que personnellement, je trouve que ça met en avant que le jeu vidéo, c'est forcément compétitif, et puis vous retrouvez les mêmes biais de participation, vous avez plus de garçons, les gens qui se sentent légitimes pour jouer, tout ça. Mais c'est vrai que, il y avait quelque chose qui s'est vraiment passé avec le film Mario, mais qui n'a pas attendu que ce film arrive pour qu'il y ait des choses intéressantes autour. Et concrètement, nous, quand on l'a accompagné avec l'association Playful, on s'est dit qu'on n'allait pas échapper à devoir organiser les tournois Mario Kart, mais on est allé vers deux autres formats. Un qui mettait vraiment en avant une évolution du personnage de Mario dans différents jeux, avec sa première apparition, après comment la recette a été réadaptée avec des jeux aujourd'hui plus modernes, avec des mécaniques. Et puis aussi une conférence qui là était plus de l'ordre de l'action, on va dire, plus académique, universitaire, pour aller chercher dans le cinéma burlesque comment on mettait en scène le corps en mouvement à l'époque du burlesque, et comment Mario, quelque part, fait aussi ça, sur un même espace en 2D, avec des plans qui pouvaient faire écho au cinéma de Keaton, au cinéma de Chaplin. Donc voilà, c'était forcément un film qui permettait de créer beaucoup de choses, et qu'il y a eu un engouement autour de ça, puisque, comme tu le disais, il y a une idée de produit d'appel, mais clairement, c'était aussi le point de départ pour essayer d'initier d'autres choses, quoi. Mehdi, on a évoqué ensemble l'idée que le jeu vidéo, c'était, rapprocher le film et le jeu vidéo, c'était un moyen encore de faire le lien avec un art un objet culturel qui est considéré comme légitime, a trouvé sa place donc culturellement dans les salles de cinéma. La question de la légitimité culturelle, aujourd'hui, on pourrait se demander si elle se pose encore à propos du jeu vidéo. Est-ce qu'on considère encore le jeu vidéo que comme un divertissement, ou est-ce que il a finalement trouvé sa place par rapport à d'autres médias qui sont plus anciens, comme le cinéma? Tu n'as pas de micro. Il en faut. Hein. Merci beaucoup. C'est vrai que c'est un outil, c'est-à-dire ça dépend. Je dirais que la question de la légitimation du jeu vidéo, elle a avancé, elle a progressé. Depuis les années 2000, il y a eu quand même pas mal de boulot en ce sens-là, y compris dans l'éducation à l'image et dans l'éducation populaire. Donc on a avancé. Mais il y a quelque chose à quoi j'étais attentif dès les années 2000, quand je mettais en place des actions autour du jeu vidéo, dans l'éducation à l'image, c'était de ne pas tomber dans ce que je considère comme un piège de la légitimation du jeu vidéo par l'art. Parce que, bien sûr, c'est important, comme on l'a vu avec Grillet, par exemple, de montrer la dimension créative, artistique, du jeu vidéo, mais se contenter de le légitimer par ce biais-là, c'est un petit peu refaire ce qu'on a fait avec le cinéma et dont on a essayé de sortir ensuite, créer une sorte d'approche un peu cinéphilique, un peu élitiste du jeu. Or, et on l'a vu avec aussi l'évolution de la façon dont on appréhende aujourd'hui le cinéma, on va trouver, je me souviens lorsqu'on défendait par exemple, dans les coordinations nationales, les comités de sélection disaient oui, il faudrait que Kick-Ass rentre dans Lycéen au cinéma. Bon, c'était un peu chaud. Hein. Aujourd'hui, j'ai le sentiment quand même que ce serait mieux compris, qu'on comprendrait pourquoi ce serait intéressant de le faire. De la même façon, je me souviens au Festival de La Rochelle,
ça devait être en 2008 ou 2009, lorsque j'animais un groupe sur les publics et que j'avais souligné que c'était plus intéressant, comment s'appelle le film de Clint Eastwood sur la boxeuse, j'ai oublié le... Million Dollar Baby, qui est un film, à mon sens, assez sexiste, assez misogyne et assez pénible à cet égard, que c'était plus intéressant de montrer Drôle de Dame, qui était une sorte de film queer féministe, réjouissant, et qu'on avait beaucoup plus de choses à construire à partir de là qu'à partir de la posture d'un auteur vieillissant. Bon, donc évidemment, c'était difficile à l'époque de faire entendre ce discours. C'est plus facile aujourd'hui, mais on voit que ce n'est pas non plus forcément toujours évident. Donc sortir de la légitimation par l'art, c'est aussi reconnaître la dimension ludique du jeu, sa dimension sociale, on en parlera tout à l'heure. Et il me semble que c'est très important dans des lieux justement où on accueille des publics qui ont des pratiques extrêmement différentes, mais qui, en tout cas, ne se limitent pas à un objet. Quand on parle à un public quel qu'il soit, comme nous, c'est des gens qui lisent des livres, qui jouent aux jeux vidéo, qui regardent des films, qui regardent la télé, qui écoutent de la musique, qui lisent des bandes dessinées. Et donc, la salle, il y a un potentiel extraordinaire pour appréhender justement cette qualité multidimensionnelle des pratiques des publics, et pas rester uniquement sur la question artistique, qui peut être aussi une technique de négociation pour vendre quelque chose, dire mais vous voyez c'est de là, etc. Mais on a aussi, dans une perspective de l'éducation populaire, qui est une perspective de transformation sociale, on a aussi à prendre en compte justement cette dimension-là sur laquelle on reviendra. Merci. Isabelle, vous, comment est-ce que donc, vous travaillez sur des machinima et qui sont des films faits à partir de jeux vidéo, enfin de moteurs de jeux vidéo. Comment est-ce que vous avez ressenti ces premières années où on hésitait encore à parler du jeu vidéo en public ou à des publics ? Alors pour poursuivre ce que disait Mehdi, c'est vrai que la première fois que j'ai fait une grosse exposition autour des jeux vidéo, c'était à la Villette, à la Grande Halle de la Villette en 2002. Et j'avais essayé d'éviter cet écueil-là, de montrer que des jeux qui pourraient satisfaire, se dire ah oui, vraiment on est proche d'une œuvre d'art. Et donc j'avais vraiment essayé de montrer les jeux qui étaient le plus joués à l'époque. Donc il y avait GTA 3, il y avait Counter-Strike. Sans aller vraiment sur... parce que je trouve que c'est un vrai écueil de vouloir légitimer la question du jeu. C'est une pratique, donc elle est légitime en soi. Et ce qui est assez drôle, là je viens de parler d'une expérience en 2002, mais je viens de me faire interviewer par Connaissance des Arts, à savoir le jeu vidéo est-il un art ? Donc on se pose encore la question en 2023, parce qu'il vient d'avoir une grosse exposition au Centre Pompidou-Metz qui s'appelle World Building et qui présente donc des œuvres, entre autres, faites à partir de jeux vidéo. Alors, pour revenir à la pratique du machinima, alors les machinimas, ce sont donc des films qui sont faits soit en enregistrant des séquences de jeux. Donc par exemple, si j'avais filmé la personne qui était en train de jouer à Gris, j'aurais déjà commencé à faire un machinima. Ou alors on va utiliser des moteurs de jeu où on va pouvoir concevoir ces personnages, des décors et puis les animer. Et en fait, je me suis intéressée à cette pratique-là parce que pour moi, le jeu vidéo, c'est un médium. C'est un moyen d'expression qui peut nous permettre... Alors moi, j'aime vraiment surtout la pratique du détournement aussi, au sens situationniste du terme, vraiment détourner de son usage premier le jeu vidéo pour aller en faire de la musique, donc ce qu'on appelle la 8-bit musique ou la chiptunes, ou alors faire des films ou faire des œuvres d'art, ce que je fais par ailleurs, puisque je conçois pas mal d'œuvres en utilisant des moteurs de jeu.
Ce qui est assez amusant, c'est que la première fois que j'ai montré des machinima en France, c'était dans le cinéma du Centre Pompidou en 2005. On était très peu dans la salle. Le problème des machinima, c'est le nom, puisque en fait, on en voit beaucoup sûrement, mais on ne sait pas que ça s'appelle comme ça. Machinima, en fait, ça vient de la contraction des mots machine pour le moteur de jeu et cinéma. Mais c'est vrai que ça ne dit rien à personne. Ça disait rien à personne il y a en 2005. Toujours en 2023, ça ne parle pas, donc on est toujours obligé de rajouter ce à quoi ça correspond. Par contre, moi, j'y ai vu vraiment en fait, c'était en 2005, il y a une personne qui a fait un film qui s'appelait The French Democracy. C'était au moment des émeutes à Paris. Et c'était un moment où finalement, beaucoup de personnes n'avaient pas le droit de citer dans les médias. Et Alex Chan a donc fait ce film en utilisant un jeu The Movies fait par Peter Moulineux. Et ce film, en fait, a eu une très belle écoute, tant et si bien que les médias américains y ont vu une contre-fiction un petit peu à ce qui paraissait dans les médias en France. Et moi, j'y ai vu vraiment une opportunité pour donner la possibilité aux personnes qui ne sont pas forcément représentées dans les médias de pouvoir s'exprimer et de pouvoir faire passer des idées. Et c'est pour ça que j'ai commencé à faire des ateliers. Alors, je les ai commencés parce que l'idée était là en 2006, mais il a fallu un petit moment pour que je puisse les organiser, parce que c'est vrai que les institutions étaient OK pour soutenir à l'époque, mais c'était plutôt les lieux qui pouvaient recevoir ces ateliers qui pensaient que techniquement ça allait être trop compliqué à accueillir. Et donc je me suis pourvue d'ordinateurs et puis j'ai commencé à faire des ateliers en 2009, parce que pour moi c'était une manière en fait de m'intéresser donc à des pratiques et de voir comment on pouvait. Alors au départ, ces ateliers, ils étaient destinés à des jeunes plutôt dans des quartiers éloignés de l'offre culturelle. Puis après, je les ai ouverts. Mais l'idée, c'était de partir du principe qu'il y a des personnes qui ont des compétences, parce qu'en fait, ça développe énormément de compétences de savoir jouer à des jeux, et de pouvoir utiliser ces compétences-là pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir faire des films. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Très bien, merci. On va revenir sur les formats que vous pouvez peut-être déjà faire dans vos salles. Marine, tu m'avais parlé donc, dans le cadre de l'association, alors c'était pour Clair Obscur ou pour Travelling peut-être, je ne me souviens plus. Vous aviez développé un format particulier qui lui faisait des allers-retours directement avec les films et directement en salle de cinéma. Alors c'est des formats Twitch. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ok. Oui, c'est quelque chose qu'on a développé dans le cadre de Travelling en partenariat avec Trois-Hit Combo. Donc j'étais pas encore à Trois-Hit Combo, mais on travaillait déjà ensemble. Et en fait, c'est quelque chose qu'on a développé avec Alexis Blanchet et Mathieu Triclot. Sur le principe de, à l'époque en tout cas, moi dans le territoire où moi je me situais, le principe de faire entrer le jeu vidéo sur un grand écran en salle de cinéma. Et puis surtout, c'était le début un des moments importants en tout cas de Twitch, qui n'était pas encore devenu ce qu'il est actuellement, où en fait Twitch, c'était encore beaucoup de personnes qui jouaient mais qui ne commentaient pas vraiment ce qu'ils étaient en train de faire. Est-ce que tout le monde voit ce que c'est Twitch ou pas ? Est-ce que ça vous parle ? Est-ce que l'idée de regarder des gens jouer sur Internet, on va le dire basiquement comme ça. Et au tout début, c'était vraiment très basique, et c'était un des premiers moyens en tout cas de découvrir le jeu sans y jouer et sans être à côté de quelqu'un qui est en train de le faire. Et donc nous, on s'était dit, ça serait super de pouvoir le ramener en salle de cinéma, et en même temps de montrer l'intérêt du commentaire en fait, et de l'analyse aussi de ce qui est en train de se passer, et de pousser un petit peu plus loin. Donc voilà, on a commencé à faire ce format-là, qui se passe à la fois en salle de cinéma, mais pas uniquement, on l'a fait aussi dans des bars de jeux vidéo par exemple. Donc voilà, on essayait de s'adapter et de justement pas forcément lier le jeu vidéo et cette forme au lieu, au lieu qu'est la salle de cinéma.
Toi, Alexandre, on va revenir peut-être sur des formats peut-être qui sont un peu plus répandus, même si maintenant il y a un peu plus de formats qui voient le jour. Ce que tu fais avec Playful, par exemple, c'est mettre en avant un film et toute une sélection thématique de jeux. On peut peut-être montrer les quelques exemples que tu m'avais envoyés. Alors là, on a quelques images si tu veux commenter ta pratique directement. Bon, c'était ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc, est-ce qu'on peut switcher, pardon. Juste pour terminer sur l'idée du Crit Twitch, le principe c'était d'inviter des personnes qui n'étaient pas forcément expertes en jeux vidéo, mais qui avaient des connaissances à apporter justement sur, par exemple, les thématiques du jeu vidéo, sur plusieurs dimensions en fait du jeu vidéo. Et donc voilà, c'était le principe aussi de montrer que c'est pas parce qu'on n'y connaît rien qu'on n'a pas quelque chose aussi à apporter là-dessus. Voilà, je voulais finir sur ça. Merci. Pardon, Mais oui, déjà, pour resituer... Tu peux te rasseoir, si tu veux. Oui, je peux me rasseoir. Quand j'ai fait ce mémoire de fin d'études à la FEMIS, c'était vraiment la question... concrètement, le jeu vidéo, moi j'y avais toujours joué, et j'y joue toujours, et à des jeux très différents au fur et à mesure que je grandissais, mais je me disais qu'il y avait quelque chose à faire vraiment pour ça manquait j'avais l'impression de format concret pour que ça parle à des lieux culturels. Du coup, c'était un petit peu l'angle d'entrée que j'avais, c'était comment construire concrètement des médiations et à quoi ça peut ressembler en fait. C'est le jeu vidéo en tant que tel pour le diffuser, bon, très bonne idée, mais concrètement à quoi ça peut ressembler. Et du coup, voilà, il y a différentes choses qu'on a testées, mais la forme qui aujourd'hui la fonctionne le mieux, en tout cas dans ce qu'on propose, c'est, comme tu l'as dit, par rapport à un film qui est projeté, en amont du film, c'est souvent une introduction aux thématiques du film, on propose un programme de jeu auquel on fait jouer les gens, sur le grand écran du coup. Et on admet le fait que oui, tout le monde ne pourra pas forcément jouer dans la salle, mais les jeux qu'on choisit sont assez immersifs, enfin, c'est un mot qui revient tout le temps, et surtout accessibles parce qu'on sait qu'on s'adresse avant tout à des spectateurs qui viennent dans une salle de cinéma pour voir un film, donc on ne connaît pas leur niveau de jeu, et c'est toujours plus inclusif d'avoir un jeu qui ne soit pas compliqué à prendre en main, bien sûr. Donc c'est vraiment comme ça que ça se construit. Et là, du coup, le jeu vidéo, on en reparlera peut-être, mais ça peut être, c'est un gros morceau, ça peut être vu depuis différents angles, comme un patrimoine, comme une industrie, comme un objet culturel. Et du coup, moi, c'est vraiment par rapport au film, et comme on disait, c'est pas forcément l'objectif de toujours le relier au cinéma, de le légitimer comme ça, mais quelque part par rapport aux salles de cinéma, moi, je trouve que ça a du sens, c'est de se demander qu'est-ce que le jeu vidéo nous raconte, comment il représente les choses, et en fait la mise en scène dans le jeu vidéo comme un objet narratif. Et du coup, c'est ce qu'on fait. Par rapport aux films qui sont diffusés, on se demande qu'est-ce que le film nous raconte et qu'est-ce qu'on peut mettre en lien pour que ça donne une introduction au public. Et du coup, voilà, c'est ce qu'on voit, ou c'est ce que tu peux faire défiler. Donc voilà, sur tout type de film, autant les plus connus que les moins connus. Celui-là, il est vraiment très très moins connu, donc ça va pas vous parler. Mais voilà, par exemple Shining, j'espère que je spoilerai pas Shining à des gens qui l'ont pas vu. Mais dans l'idée, voilà, les 3 jeux qu'on mettait en lien par rapport à ce film-là, c'est Hellblade, donc un jeu qui est très impressionnant, parce que vous êtes dans un espace en 3 dimensions. Là, vous avez vu que des jeux en 2D à la Mario à l'ancienne ce matin, mais voilà, on est vraiment sur un jeu en 3D. Ça parle d'un personnage qui est en proie aussi à des troubles mentaux, du coup ça faisait aussi écho à Shining. Après, on partait sur l'idée du manoir, de l'hôtel hanté, en retraçant un petit peu le making-of du film et cet hôtel sur lequel Kubrick avait flashé, il avait voulu faire son film. Donc là, on partait sur un jeu qui met en scène le manoir hanté, à savoir Luigi's Mansion 3, qui est un jeu à 8. Du coup, vous pouvez faire des mini-jeux à 8 et faire jouer plusieurs personnes variées, et puis faire descendre au fur et à mesure les personnes. Donc c'est assez dynamique. Et à la fin, on avait un jeu Pac-Man qui, là pour le coup, moi j'essaie toujours de proposer un jeu qui permette à n'importe qui a jamais joué de s'y essayer. Et cette version de Pac-Man, bon déjà Pac-Man, je pense que vous voyez à quoi ça ressemble, mais c'est vraiment très simple d'accès. Vous avez qu'un joystick à appuyer. Et en fait, c'est une version de Pac-Man assez rigolote, puisque vous avez 2 équipes.
une personne qui contrôle le Pac-Man qui doit choper toutes les billes dans le labyrinthe. Et voilà, donc c'était un écho au labyrinthe du film et aussi au don de préscience qu'il y a avec le Shining, puisque l'autre équipe, elle, ce sont les 3 fantômes qui doivent essayer d'attraper Pac-Man. Vous avez un jeu du chat et la souris, ça demande là pour le coup 2 Nintendo Switch pour fonctionner, puisque les 3 fantômes se voient à l'écran, mais ils voient juste autour d'eux, ils ne voient pas tout le labyrinthe. Du coup, ils doivent coopérer, se dire où est-ce qu'ils ont aperçu le Pac-Man, tandis que le Pac-Man, lui, a son petit écran et peut voir tout le labyrinthe et s'amuser à essayer d'éviter les fantômes. Donc ça marche plutôt bien, et ça marche plutôt bien non seulement pour les joueurs, mais bien sûr pour la salle, c'est tout l'enjeu de ce qu'on essaie de proposer. Donc voilà, mais c'est le format qui fonctionne bien par rapport à la temporalité des salles de cinéma, par rapport à leur modèle économique et par rapport à l'expérience du public. Oui, justement, on va se poser la question que peut-être une question un peu critique par rapport à l'état du jeu vidéo, en tout cas comme on le trouve en salle de cinéma. On pourrait se dire que en fait, le cinéma n'est encore qu'un produit d'appel par rapport que le jeu vidéo n'est encore qu'un produit d'appel qui viendrait ramener un public. Alors on sait que le jeu vidéo a beaucoup été mis en avant récemment, notamment avec toutes les questions qui se jouent autour d'essayer de recapter un certain public, le public jeune notamment, et la fameuse case 15-25. Voilà, c'est la question que je veux vous poser à tous et je vous laisse gérer le débat ensemble. Est-ce que le jeu vidéo est encore seulement un produit d'appel ? Mehdi, par exemple, pour commencer. Je ne saurais pas comment répondre directement à cette question, mais c'est vrai que c'est marrant parce que la question du public jeune, on se l'a posée déjà il y a 20 ans par rapport aux jeux vidéo. Donc, je sais pas, donc les gens, ils ont 20 ans de plus aujourd'hui. Donc je me dis, qu'est-ce qui s'est passé, quoi ? Est-ce qu'ils sont restés à l'âge de 15 ans Donc il y a des décalages assez curieux comme ça, sur lesquels on reviendra peut-être aussi dans la discussion. Mais peut-être parce qu'on raisonne beaucoup en termes de catégories, et parce que c'est des outils de travail par rapport à l'analyse d'un territoire et aux politiques qu'on peut monter. On crée des catégories et ça nous sert d'interprétation voilà, par rapport aux pratiques, par rapport à ce qu'on veut transmettre, et puis par rapport aux contraintes dans lesquelles on se trouve, les objets dont on dispose et qu'on peut être en droit de diffuser ou pas. Mais le problème de ces catégories, c'est que finalement, les jeunes, par exemple, qu'est-ce que c'est ? C'est qu'elles recouvrent, elles dissimulent en réalité des choses qui sont extrêmement hétérogènes. Elles occultent la façon dont ça peut fonctionner réellement. Et je dirais qu'il faudrait arriver à se départir de cette lecture par catégorie, tout en gardant l'outil que ça peut représenter, et vraiment travailler de façon singulière à chaque fois. Qu'on monte quelque chose, c'est une singularité, et il faut essayer de comprendre le public auquel on a affaire. Cette question des publics, pour moi, elle est extrêmement importante. Par rapport à la question de la légitimation, par exemple, sur laquelle j'ai commencé à répondre, quand on monte une action autour du jeu vidéo et qu'on passe par le biais de l'art, il faut veiller à ne pas reproduire, par exemple, une discrimination de classe, puisque le rapport à l'art il est plus évident en fonction du capital culturel dont on dispose. On sait que dans les écoles de jeux vidéo, c'est plutôt les catégories sociales favorisées qui y accèdent, donc c'est plutôt blanc, etc. Et que forcément ça a des conséquences. Quand on monte une action par ce biais-là, on est aussi en train de reproduire des gestes d'exclusion sans s'en rendre compte forcément. Donc je ne saurais pas répondre directement à votre question, mais j'ai le sentiment qu'il faut, produit d'appel ou pas, c'est peut-être parce qu'on reste trop en termes de... Enfin, on est pris aussi par les questions économiques, mais je sais pas... Il n'y a pas d'économie du jeu vidéo dans la salle de cinéma. Donc, à partir de là... les situations sont très hétéroclites en fonction des personnes qui sont à un endroit donné, qui montent des projets ou pas. Mais c'est jamais qualifiant réellement. Ça permet pas de développer vraiment une économie pour la salle. Alors voilà, voilà. Mais après, est-ce que ça fonctionne en termes d'appel ou pas moi, je pense pas. Je pense que les gens viennent dans un lieu pour quelque chose.
n'y reviennent pas forcément parce qu'ils sont déjà passés dans ce lieu. Aujourd'hui, il y a plus de et ça fait longtemps d'ailleurs, il y a plus de fluidité. On vient, on revient pas forcément, ça dépend de ce qui se passe, quoi. Il y a moins d'attachement à des lieux particuliers, y compris d'ailleurs dans les gens qui ont 40 ans aujourd'hui, et qui avaient 20 ans à l'époque où on a commencé à lancer. Moi, ça me fait penser à plusieurs choses. C'est vrai que pour être intervenu pas mal dans des bibliothèques où là, le jeu vidéo est vraiment utilisé comme un produit d'appel pour faire revenir les ados ou les jeunes adultes. Mais en fait, ça me fait penser aussi à autre chose. Ça me fait penser à un moment où le théâtre a essayé de se repenser comme plus uniquement un lieu de diffusion du théâtre, mais comme un lieu de vie. Et en fait, j'ai la sensation que si on pense aujourd'hui la salle de cinéma comme peut-être un autre type d'espace, un espace où on peut être plus dans la relation au public, dans la participation. Tout à l'heure, je parlais de ces ateliers où on va concevoir des films, donc on devient réalisateur soi-même. Mais si on commence à imaginer la salle de cinéma comme là aussi un lieu de vie ou un lieu où on peut s'immerger dans des pratiques, là peut-être que le jeu vidéo a un rôle à jouer au-delà de la fonction d'appel. Il y a quelque chose aussi que j'avais envie de dire. L'âge moyen du joueur a bien monté. C'est complètement faux de dire que c'est un produit culturel pour les jeunes et les plus jeunes. Ça me fait penser à une fois où j'avais fait une exposition de rétro gaming sur l'histoire du jeu vidéo au Canada, à Vancouver. Et vraiment, toute l'équipe était persuadée qu'on n'aurait que des ados et des enfants. Et en fait, vraiment, la moyenne d'âge, non, en fait, les grands-parents étaient là, puisqu'ils étaient là au début du jeu vidéo. Et on avait vraiment le public était très, très diversifié. Et aussi qu'un joueur sur deux est une femme. Donc, tout ça, je pense voilà, faut concevoir en fait que le jeu vidéo est beaucoup plus divers, représente vraiment beaucoup plus de choses et donc moi je parlerais moins d'un produit d'appel que de quelque chose qui permettrait peut-être de repenser l'espace cinéma. Marine, est-ce que c'est quelque chose aussi que vous ressentez, ça, l'objet jeu vidéo comme produit d'appel, ou au contraire pas du tout, comme vous le faites à Troïde Combo? Là où je vous rejoins, c'est plutôt en outil de lien social, en fait. Permettre à des personnes de se rencontrer, des personnes qui connaissent pas forcément le jeu vidéo. C'est plutôt là l'enjeu, en fait, de leur faire connaître, et non pas, selon moi, et non pas vraiment... Je sais pas si les jeunes, effectivement, viendraient en salle de cinéma pour jouer à du jeu vidéo, parce qu'en fait, est-ce que c'est vraiment ce qu'ils ont envie de faire? Est-ce que c'est vraiment... est-ce que c'est vraiment une de leurs pratiques, et est-ce que c'est vraiment ce qu'ils ont envie de découvrir comme forme? Je ne sais pas. Mais par contre, se dire, ok, ça peut être un moyen de recréer du lien entre des personnes qui se connaissent pas, entre des personnes qui se fréquentent pas. Je trouve que ça, le jeu vidéo le permet vraiment bien. En tout cas, dans ce que moi j'ai pu vivre, c'est vraiment le meilleur, un des meilleurs outils en tout cas que j'ai pu tester pour ce genre de choses. Et je trouve que c'est là l'enjeu. Et autrement, en tant que produit d'appel, c'est vrai qu'on l'a souvent effectivement en bibliothèque, en médiathèque. Après, maintenant, je trouve qu'il y a quelque chose qui évolue peut-être. Je ne sais pas si c'est le cas partout, mais moi, je côtoie maintenant beaucoup de bibliothèques et de médiathèques qui font des actions avec des espaces jeunes, par exemple. Donc, en quelque sorte, ce public, il est présent. Ils n'ont plus besoin de se dire est-ce qu'ils vont venir ou pas, mais par contre, c'est est-ce qu'ils vont aimer ou pas ce qu'on va proposer. Et donc, de toujours se caler sur on va faire du FIFA, on va faire du Mario Kart, on va faire des choses que tout le monde connaît pour être sûr qu'ils reviennent, quoi. Et effectivement, je pense que on sort un peu, on commence à sortir. Je vois ce que tu proposes toi en salle de cinéma, ça nous montre aussi que il y a une évolution. En tout cas, l'évolution continue, perdure, ça prend du temps et on n'est pas au bout non plus. Et je pense que dans l'esprit aussi des personnes qui programment, c'est important d'avoir ces temps justement comme ça pour que ça permette aussi de mûrir tout ça. Mais de toute façon, c'est un travail sur du très long terme et c'est un travail d'acculturation, quoi, tout simplement, aux jeux vidéo aussi, et de permettre à tout le monde de le découvrir sous des formes diverses et variées, et ça va être là tout l'enjeu, quoi. Est-ce que, pour terminer sur le sujet, est-ce que
le jeu vidéo il peut exister en salle de cinéma, sans un film. Je suis d'accord totalement avec ce que dit Marine. On va vraiment vers du mieux, vers des gens qui sont plus sensibilisés et qui le voient moins comme un produit d'appel et uniquement comme l'occasion de reconquérir les publics 15-25, même si, on va pas se mentir, c'est quand même un bon outil pour ça, mais ça ne doit pas être uniquement vu comme tel. Et oui, je pense, et on l'a déjà fait, des séances de jeux vidéo dans les cinémas, sans du tout avoir de film qui soit accolé à ça, notamment sur le jeu Inside que vous avez vu. C'est aussi pour ça que je voulais le proposer. Et notamment en disant rien du tout. Enfin, j'essayais de me faire le plus discret possible parce que ça dépend évidemment du jeu. En tant qu'animateur, on est là pour faire en sorte que ce soit agréable pour tout le monde. Du coup, il y a parfois besoin de commenter, autant pour les contrôles que pour animer la séance. Et parfois, il faut savoir se taire, quoi, bien sûr. Et je trouve que Inside est fantastique là-dessus, puisque déjà il oblige à un noir complet dans la salle, puisqu'il est très contrasté. Donc il faut vraiment bien voir ce qui se passe. Et puis, vous avez une ambiance sonore qui n'a pas besoin de vous pour exister. Et c'est très immersif, et c'est une séance qui peut, sur 1h30, on peut finir le jeu. Et du coup, on peut vraiment s'amuser à faire une séance complète sur une temporalité, une séance de cinéma, où les gens viennent, payent leur place pour voir un jeu vidéo sur grand écran, une histoire entière, et on se passe la manette pour arriver jusqu'à la fin de l'histoire. Et voilà, et on prend ça en tout cas comme un spectacle partagé. Et encore une fois, pour aussi lier des gens qui, souvent dans une salle de cinéma, ne se connaissent pas, ça fonctionne très bien. À la fin, ils se parlent, et derrière, il y a quelque chose qui a lieu en échange post-séance. Donc oui, le jeu vidéo peut exister sans être accolé à un film ou sans avoir besoin d'être un produit d'appel. Je pense qu'on en est de plus en plus proche, et tant mieux, parce qu'il y a beaucoup à valoriser, quoi. Puis, j'aurais envie de dire aussi ce qui existe dans le cinéma, c'est-à-dire des lieux de présentation de cinéma d'auteur, ça n'existe pas pour le jeu vidéo. Il y a un gros problème en fait de diffusion du jeu vidéo indépendant ou du jeu vidéo d'auteur, on en parle un peu moins, mais c'est vrai qu'à part sur des plateformes en ligne auxquelles on peut y accéder, il n'y a pas de lieu où on peut avoir accès à... Et c'est ce qui fait qu'aussi tout le monde joue à la même chose finalement, et que ceux qui n'y jouent pas gardent cette même image de jeu, de combat, ou alors non, c'est pas mon truc et tout ça. Alors qu'en fait, si... je sais pas si c'est l'objet du cinéma ou d'autres lieux culturels, mais moi je prêche vraiment pour faire de l'activisme pédagogique pour diffuser de plus en plus des formes plus diversifiées du jeu vidéo, pour changer aussi les goûts, parce que la plupart du temps on joue au même jeu que les autres parce qu'il y a ça une fonction sociale, surtout chez les petits, mais plus les ados aussi, et voilà, il faut faire partie du groupe. Donc je pense qu'on a vraiment un rôle à jouer. Est-ce que c'est le cinéma, est-ce que d'autres types de lieux culturels, mais pour vraiment diffuser toutes ces formes qu'on connaît pas et qui du coup sont moins jouées. C'est quand même une manière de façonner les imaginaires. Donc si on veut que les futures générations aient un imaginaire un peu moins colonisé, on a un rôle à jouer. C'est quelque chose qu'on va aborder un peu plus tard, Marine. Oui. Je voulais juste rebondir sur les lieux. En fait, ce que moi je vois pour le moment, c'est qu'il existe des festivals, moi en tout cas j'en connais un, le Stunfest, où on a un lieu qui permette à la fois d'avoir du jeu indépendant, du jeu d'auteur, du jeu traité d'une manière différente, de l'e-sport aussi, et donc d'avoir des conférences, tout type d'actions, et en fait des publics qui se croisent pas, qui se connaissent pas autrement, parce que le jeu vidéo, on a l'impression que c'est une seule manière de jouer, mais en fait pas du tout. Il y a tellement de variétés autour du jeu vidéo. Tu parlais tout à l'heure, en fait, quand tu commençais à parler de Mario et des projections, etc. Moi, je me disais, ah oui, mais en fait, moi, j'avais en tête, surtout sur cette année, sur le jeu vidéo, tous ces gros événements qui sont en train de se monter dans des salles comme Bercy, par exemple, autour de l'e-sport. Et je me dis, on regarde chacun par son petit bout de lorgnette. Mais en fait, c'est vrai qu'il y a tellement une variété dans le jeu vidéo. Et nous, c'était un peu ce qu'on essaye de faire, en tout cas, au Stunfest,
permettre à du public qui fait de l'e-sport, donc des compétiteurs qui parcourent le monde sur leurs jeux de combat notamment, de découvrir le jeu vidéo autrement aussi par la présence de petits stands indépendants. Voilà. Mais justement, on va aborder là plutôt la question du jeu vidéo en tant que tel et moins par rapport au cinéma. Marine, vous allez garder la parole. Par rapport à 3-Hit Combo, quel est l'angle avec lequel vous abordez le jeu vidéo, soit pour le Solfest ou soit dans le cadre de vos ateliers, dans les ateliers que vous menez? Ça rejoint un peu ce que disait l'intervenante tout à l'heure. Ça passe par la pratique, ça passe par la création, on va dire déjà. Ça passe par la rencontre aussi avec des œuvres, avec des professionnels, avec des artistes. Enfin voilà, la variété en fait de profils qui existent dans le jeu vidéo. Et puis ça passe par le partage collectif d'expériences, quoi. Nous, c'est les trois gros piliers en fait qu'on essaye de travailler de différentes formes. Alors des fois, il y a les trois, des fois, on essaye déjà d'en faire une pour sensibiliser notamment. Voilà, ça dépend vraiment des projets qu'on développe. Et c'est vrai que ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'on est à la fois sur du public scolaire, du public extrascolaire, des publics en difficulté, des professionnels aussi. On fait beaucoup d'interventions auprès des bibliothécaires et des médiathécaires pour les accompagner sur leur pratique. Donc voilà, nous ça passe par ces trois angles-là. Ok. Isabelle, justement, c'est peut-être le moment de parler un petit peu du machinima et du hack, enfin, de cette approche qui est un petit peu quand même assez particulière de l'objet jeu vidéo entre film et jeu vidéo, qui s'amuse à s'emparer, à détourner l'imagerie du jeu vidéo telle qu'on la connaît. Pardon. Oui, alors c'est vrai, donc je disais tout à l'heure ces histoires de machinima, que le mot n'est pas connu et que c'est son principal problème, mais au final, l'industrie du cinéma, elle par contre, elle a bien compris comment ça fonctionnait, puisque dès le début des années 2000, des gens comme Spielberg, George Lucas, en fait, ont développé leur propre moteur de jeu pour faire de la prévisualisation de scènes 3D. Et à l'heure actuelle, il y a beaucoup de franchises. Quand on va sortir un jeu ou quand on va sortir un film, on va prévoir le jeu en même temps ou le film en même temps. Et il s'avère que de plus en plus, ce sont les mêmes outils, puisque de plus en plus, on utilise des moteurs de jeu pour générer de l'image en temps réel, de l'image de synthèse. Mais donc comme il y a beaucoup d'effets spéciaux quand même et qu'on utilise des moteurs de jeu pour prévisualiser les scènes, donc vraiment ce sont des technologies qui se rapprochent de plus en plus et des techniques qui se rapprochent de plus en plus et qui s'entremêlent. Donc quand j'ai imaginé ces ateliers là au début des années 2000. Ensuite, j'ai essayé de les développer, de les ouvrir donc à des publics plus jeunes, plus âgés, éloignés. Là, le dernier atelier que j'ai mené, c'était à la Maison d'Art et du Mans, et il y a eu des très très beaux films qui ont été réalisés, et les personnes étaient étonnées en fait d'avoir appris autant de choses en utilisant des jeux, parce qu'en fait il va falloir écrire un scénario, un script, écrire des dialogues, enregistrer des dialogues, apprendre à faire du montage, puisque d'abord il faut jouer, bien sûr. Alors on joue, ça c'est super important, il est nécessaire de jouer pour faire des films, mais ensuite il va falloir le monter, et donc en termes d'acquisition de compétences c'est assez riche. Je m'en sers aussi beaucoup en termes d'éducation à l'image, parce qu'on va aborder la question des plans, on va aborder vraiment plein de notions qui sont propres au langage cinématographique ou d'art vidéo ou de cinéma expérimental. Donc j'en ai fait beaucoup de ces ateliers, et puis il y a 4 ans en fait, pour fêter mes 20 ans de commissariat art et jeux vidéo, j'ai décidé en fait d'aller voir dans les pays
avec lesquels j'avais jamais travaillé, ou et où j'avais assez peu travaillé aussi avec les artistes qui en venaient, de faire un tour du monde art et jeux vidéo avec un focus sur les pratiques de femmes, queer, féministes et décoloniales. Et je suis allée comme ça dans 17 pays. Voilà, je rentre à peine, c'est pour ça que j'ai aussi imaginé cette thèse sur la décolonisation de l'art et des jeux vidéo. Et alors, pendant le voyage, en fait, à chaque fois que je rencontrais et que j'interviewais, parce que l'idée c'était d'interviewer comme ça des artistes ou des gens qui font du jeu vidéo dans les pays du Sud, je leur demandais l'autorisation ensuite d'utiliser leur jeu dans les ateliers. Et c'est ce qui a donné naissance à un nouveau type d'atelier qui s'appelle décolonisation de l'imaginaire par des pratiques de contre-jeu ou par le machinima, qui me permet, moi, de disséminer, de montrer d'autres jeux, un petit peu comme vous l'avez fait précédemment, mais là, en montrant d'autres types de narration, d'autres environnements, d'autres paysages. Non, le monde n'est pas que à Los Angeles ou que à San Francisco, où voilà, les jeux historiques, c'est pas uniquement la Seconde Guerre mondiale, voilà, en Europe. Donc, montrer d'autres types de narration, à nouveau d'autres environnements, d'autres paysages, d'autres cosmogonies, d'autres cosmologies, et comme ça travailler sur de la storytelling en français. On peut parler de storytelling en français. La narration. La narration interculturelle. Et si on peut montrer je ne sais pas si c'est le moment. Ça vient maintenant. Donc, depuis 2-3 ans, je pratique ces ateliers. Et là, on va vous montrer un extrait d'un atelier qu'on a mené au Maroc. Alors là, je crois que c'était à l'Institut français de Casablanca. Et comme ça va vous permettre de voir un peu comment on travaille et le type de jeu avec lesquels on... Okay. Je lance le film. Merci beaucoup. Donc je commence toujours avec des projections, ce qui... donc on commence toujours par des projections de films, ce que je ferai demain si vous venez à l'atelier, et principalement pour montrer les différents types de jeux qu'on peut utiliser et le différent type de... Voilà, et puis... Alors, par exemple, ça c'est un jeu sur une légende dans les productions de canne à sucre en Argentine, où on disait que quand une personne disparaissait, en fait, c'était le chien noir qui l'avait tué. Ça, c'est un jeu qui vient de Madagascar, qui s'appelle Dahalo, et qui a été conçu pour permettre de communiquer sur ce problème, j'en reviendrai. Là, c'était un jeu conçu par une personne qui s'appelle Daniela Fernandez, qui est descendante des Guarani, au nord de l'Argentine, et qui essaye de parler de ses ancêtres au travers du jeu. C'est un jeu taïwanais qui parle en fait de l'époque de la terreur blanche à Taïwan. C'est un jeu sur le trafic humain à Kolkata en Inde, qui s'appelle Missing. On revient sur El Familiar, le jeu sur la légende du chien noir. Là, vous voyez, en fait, ils sont en train d'enregistrer des séquences de jeux, et ensuite ils vont pouvoir les monter. Voilà, là on est sur la partie montage. Et quand tu abordes, enfin quand tu décides des jeux vidéo qui vont être abordés dans ces ateliers-là, quelles questions tu te poses? Là vraiment, en fait, ce que j'essaie maintenant, parce que c'était pas ce que je faisais peut-être auparavant, mais j'essaie vraiment de montrer tous les jeux
tous les jeux que j'ai pu rencontrer là pendant ces 4 dernières années, parce que ça revient à cette idée d'activisme pédagogique où vraiment il y a vraiment de forts enjeux à développer potentiellement les imaginaires par le biais du jeu. C'est pas évident en fait parce que il faut savoir aussi, ça c'était quelque chose que je voulais dire sur la question du produit d'appel. Moi la plupart du temps dans mes ateliers il n'y a pas plus de 10 ou 20% et c'est déjà beaucoup de joueurs ou de joueuses. C'est pas ça qui appelle les gens. Il y a vraiment la volonté. Et d'ailleurs, ça a été à un moment une évolution vers 2007-2008. Les gens qui faisaient des machinima n'étaient pas finalement des joueurs ou des joueuses, mais des gens qui en fait voulaient faire des films et n'avaient pas forcément les moyens d'avoir une caméra ou d'avoir des moyens plus traditionnels ou n'était pas à même de faire de l'animation. C'est quand même, non seulement ça, c'est chronophage, mais ça prend du temps. Alors maintenant, avec les intelligences artificielles, ça va. Voilà. Mais en fait, ça attirait plutôt des personnes qui voulaient faire des films que des joueurs ou des joueuses. Ça, c'est important quand même. Merci beaucoup. Alors, on va peut-être prendre le temps à ce moment d'évoquer Pixel Play, donc le projet qui est porté par Raphaël Jacquereau. Et il me semble que c'est toi qui devais en parler, l'aborder, Alexandre. Raphaël m'a refilé le bébé. Non, c'est super chouette, il faut quand même en parler. Oui. Donc Raphaël, je le remets en contexte, mais est directeur du cinéma à Orthez, donc un peu plus haut. Hop. Après, on est très très bas en France, donc tout est un peu plus haut ici. Mais du coup, c'est un dispositif, c'est un rendez-vous d'éducation à l'image qu'il a voulu mettre en place d'abord dans sa salle de cinéma. Après, il y a eu une évolution, mais on va y revenir. Et comme vous le voyez, vraiment, il y avait cette idée hors temps scolaire, avec la rencontre d'un professionnel du secteur, donc du secteur du jeu vidéo. Et c'était des soirées Pixel Play qui étaient parfois organisées, mais il y avait surtout un moment, le mercredi après-midi. Ça a commencé, la fréquence a changé au fur et à mesure du temps. Et il y avait parfois un film qui était accolé à cet atelier lorsque le line-up des films de la salle s'y prêtait, mais pas forcément. Lui, dès le début, il s'est dit le jeu vidéo en tant que tel peut exister sans le cinéma, et du coup, ça s'est construit aussi comme ça. Donc voilà, là on voit un petit peu l'évolution du dispositif depuis qu'il a été créé. Depuis que Raphaël était par là, le jeu vidéo dans sa salle de cinéma, ça a souvent eu lieu lors de journées, de soirées, d'ateliers, vers les différents intervenants qu'il pouvait y avoir en Nouvelle-Aquitaine. En 2021, et notamment ce confinement qui a été créatif sur plein de choses, il a mis en place le Pixel Play en tant que tel. Donc c'était une fois tous les 15 jours, donc une fois toutes les 2 semaines dans sa salle. Et il y avait, en plus de l'atelier, mise à disposition de bornes d'arcade, d'espaces de jeu dans le hall du cinéma. Dans la deuxième année, il a commencé à échelonner un peu plus ça, puisqu'il a fait ça une fois par mois. Il a mis en place un programme papier qui était mis dès le début comme une saison culturelle d'un théâtre, avec tous les rendez-vous de l'année qui étaient programmés. Et pour cette année, là, depuis octobre, ça fait même pas un mois, il a réussi à pérenniser l'action, mais cette fois-ci sur un créneau qui était difficile pour lui de bloquer dans sa salle, puisqu'il a 1 ou 2 salles, il me semble, 2 salles. Donc c'est quand même assez compliqué de le placer de façon régulière. C'est pour ça qu'il avait aussi échelonné et changé la fréquence. Mais dans la médiathèque, ça se fait le samedi après-midi et samedi parfois en soirée. Et du coup, ça permet de lui conserver ces créneaux qui sont très porteurs pour sa salle et pour le modèle économique du cinéma. Et d'avoir la médiathèque qui prend ça en charge. Surtout que la médiathèque avait déjà une habitude de mettre du jeu vidéo. Donc c'était... au début, ils n'étaient pas forcément chauds pour le faire. Il m'a dit que ça leur a fait un petit peu peur. Et puis derrière, en fait, ça avait du sens que ce soit aussi la médiathèque qui récupère le projet. Ça n'empêche pas qu'il y ait souvent encore des moments de jeux vidéo dans le cinéma. Mais en tout cas, les jeunes qui retrouvaient lors de ces événements, lors de ces conférences, lors de ces rencontres avec les professionnels, ça se passait en plus grand groupe, il a une plus forte affluence lorsque ça se passait en médiathèque, et du coup, tant mieux pour tout le monde, et que derrière, la ville aussi adoube l'initiative et qu'elle soit pérenne à cet endroit-là.
Donc voilà, c'est forcément beaucoup plus succinct que ce que Raphaël aurait pu vous faire, mais c'est sûr que c'est un dispositif qu'il a pu créer, qu'il a pu pérenniser, et il a vraiment aussi eu un dialogue qui s'est fait avec les jeunes, parce que c'était là, clairement, vous le voyez sur les images, plutôt des 8, 15, 20 ans qu'il a pu avoir dans ses rendez-vous. Et voilà, du coup, c'est un exemple assez préhensible, je trouve, et assez reproductible ailleurs dans d'autres salles pour se figer sur un rendez-vous, l'identifier, mettre un programme papier et puis faire venir les professionnels en bénéficiant de l'accompagnement des réseaux territoriaux comme peut l'être SINA pour lui, quoi. D'accord, merci. Donc voilà. Porte-toi bien, Marine. Tu vas nous revenir vite. Mehdi, pourquoi est-ce que c'est important? Parce que là, on a vu donc plusieurs exemples dans le cadre de différents dispositifs. Pourquoi c'est important d'aborder le jeu vidéo selon différents angles, comme ça, que ce soit au niveau de la production? Est-ce qu'on met plus en avant le travail directement des gens qui travaillent au sein de cette industrie? Est-ce qu'on prend de la distance plutôt par rapport aux œuvres que tout le monde va connaître, ou au contraire mettre en avant des jeux que tout le monde connaît? Dans la perspective d'action en salle? Alors, là aujourd'hui, je travaille plus sur les questions de représentation. Avant, quand je me programmais des salles ou que j'organisais des formations de formateurs et formatrices, la question, c'était justement ce qui a été dit d'ailleurs à un moment par Isabelle, de la fonction sociale. Il y avait donc la question de la fonction sociale qui a été évoquée par Isabelle. Il faut voir, on joue au jeu auquel les autres jouent, parce que ça permet aussi de faire partie d'un groupe, de socialiser et donc de discuter. Voilà. Bon, on le voit beaucoup chez les enfants. On essaye de leur montrer certains dessins animés, et puis ils disent non, moi je veux voir le truc que tout le monde regarde. Voilà. Parce que c'est ça qui permet aussi de parler à l'école avec les copains et les copines. Bon, mais ça fonctionne de la même façon pour le cinéma en fait. Quand on appartient à un certain milieu socio-culturel, il faut avoir vu le dernier Godard pour pouvoir en parler, etc. Enfin, vous voyez, donc en fait, c'est pas tellement un truc propre aux jeux vidéo. Donc déjà, quand on commence à remettre les choses en perspective comme ça, pour moi, ça c'était déjà un enjeu par rapport au rapport entre la salle de cinéma, ce qui est en dehors de la salle de cinéma. Le cinéma, il s'est déployé en dehors de la salle depuis longtemps. On la trouve en VHS, en DVD, en streaming, sur le téléphone, sur la tablette. Le cinéma, il est parti un petit peu partout. Il est parti dans la publicité, où on a eu des courts-métrages publicitaires. Il est parti dans le jeu vidéo, où on a effectivement toute une tradition et une lignée narrative qui utilise des codes cinématographiques. Bon, voilà. Donc, mais le jeu vidéo, il a plus de mal à rentrer à l'inverse, dans la salle de cinéma et à se déployer dans les espaces réservés du cinéma. Donc c'était un petit peu ces deux perspectives-là. Et c'est tout un travail par rapport à la question évidemment de l'état d'esprit et des mentalités, mais aussi par rapport à la question, j'y reviens, à la question des publics, finalement, et de repartir aussi de cette idée de transversalité et pas rester dans des... voilà. Mais après, je reviendrai sur la question des représentations sur lesquelles je travaille davantage. On en a parlé un petit peu hier soir entre nous, mais par exemple, ça fait longtemps que cette question se pose aussi dans les dispositifs d'éducation à l'image, sans remettre en cause, parce que voilà, le cinéma va se voir comme un peu assiégé, comme un peu dans une perspective plus positive, plus constructive. On peut dire que le cinéma, finalement, aujourd'hui, il est partout, et que ça constitue un espace à l'intérieur duquel se sont déployés d'autres modes d'expression aussi. On peut aussi l'envisager comme ça. Je ne fais pas des distinctions fondamentales entre jeux vidéo et cinéma, par exemple. Pour moi, il y a des hybridations, des espaces communs qui sont absolument évidents, et des circulations évidentes. Mais ça fait longtemps qu'on a pensé aussi dans les dispositifs quand même, et dans les salles, à faire autre chose avec la salle de cinéma. C'est pas nouveau, on y revient tout le temps. Il y a des obstacles et des difficultés sur lesquels je ne vais pas m'étaler maintenant, mais que tous les professionnels ont en tête.
Mais par rapport aux dispositifs en particulier, qui se sont positionnés sur la dimension artistique, hein, de promotion et valorisation du 7e art, il y a eu des tentatives d'expérimentation, et je peux en citer une en 2005, après les révoltes urbaines, dans le contexte plutôt, le projet a été monté avant, et puis il y a les révoltes urbaines de 2005 qui ont éclaté. C'était avec la DRAC Île-de-France, et avec Cyril Cornet, qui ensuite est parti à la DRAC Hauts-de-France, et avec qui on a monté une autre action qu'Alexandre Suzanne a approfondie et prolongée. Et Cyril est décédé malheureusement, trop jeune. Et l'idée, avec le ministère de la Jeunesse et des Sports, qui était très actif et qui malheureusement n'existe plus, eh bien, l'idée, c'était de mettre en place un dispositif expérimental autour de l'analyse critique des médias. On était beaucoup dans les années 2000 là-dessus, sur la critique des médias. Et évidemment, le jeu vidéo avait une place. On avait travaillé avec le French Democracy de Alex Chan, on avait travaillé sur le soap opéra, on avait travaillé sur la télé-réalité, on avait travaillé sur le journal télévisé et les émissions de débat, les talk-shows, etc. Et le but, c'était de préfigurer un dispositif d'éducation à l'image portant précisément sur, en gros, et les cultures, on va dire les cultures audiovisuelles et numériques. Tout ce qui n'était pas cinéma, mais qui relevait des cultures audiovisuelles et numériques. Et alors, c'est une expérimentation. Le but était de sortir sur un dispositif national. Et puis, évidemment, bon, c'est pas fait, mais on expérimente beaucoup en France. Il y a beaucoup de choses de ce genre qui se font et qui peinent à trouver une structuration, parce que il y a quelque chose quand même, il y a un critère, c'est la question économique et la question du rapport à l'industrie. Voilà, alors ça, c'est toujours cette balance-là qui fait que c'est possible ou pas possible de donner de l'ampleur aux expérimentations, ou sinon ça reste des multiplications d'expérimentations, ce qui a aussi son intérêt, évidemment, et ses avantages. Je ne suis pas pour le tout dispositif non plus. Mais donc, dans ces perspectives-là, on voit comment, en fait, on a travaillé déjà de longue date cette idée que le cinéma fait partie d'un ensemble de pratiques, contribue aux imaginaires, contribue à la construction sociale et politique, mais avec d'autres choses et en circulation avec d'autres choses, et que donc, dans une approche d'éducation, c'est tout ça qu'il faut prendre en compte en même temps. Merci beaucoup. Alors, on va faire un petit temps d'échange avec vous si vous avez des choses à nous dire. Alors n'hésitez pas par rapport à ce qui a été dit jusqu'à maintenant. Merci. Ce qui a été dit jusqu'à maintenant, ou si vous avez des questions par rapport à tout ce qui est dispositif, à tout ce qui est matériel et formation, on va l'aborder dans pas longtemps. Voilà. N'hésitez pas si vous voulez rebondir sur notamment des formats que vous développez au sein de vos structures. Par rapport à tout ce qu'on a dit depuis très longtemps, donc vous devez tout vous rappeler, attention. C'est vrai que je serais curieuse de savoir s'il y a déjà des... Ah, oui, moi je me demandais juste si chez vous faisiez déjà des choses autour du jeu ou... Ouais. On peut vous... Bonjour, je m'appelle Patrice Mabir, je travaille à Normandie Images, et effectivement on travaille autour du jeu. Alors moi depuis très longtemps maintenant, parce que j'ai appartenu pendant plus de 20 ans à l'Aigle de l'enseignement, et c'est un médium que j'avais déjà utilisé pour parler de cinéma. Voilà. Donc c'est plutôt des serious games en fait, et là on a fait un jeu autour d'un film d'animation, Une vie de chat. Un film qui est dans le catalogue École et cinéma et collège au cinéma, et c'est devenu un outil pédagogique qui va servir en début d'année prochaine à la formation des enseignants sur les deux dispositifs, puisque le film a été retenu sur le département de l'Eure et de la Seine-Maritime. Voilà. Et donc moi je développe et le prochain jeu là, ça va être autour de la thématique cinéma et sport. En vue des Jeux Olympiques de 2024. Voilà. Donc je développe assez régulièrement depuis pas mal de temps maintenant des jeux, plutôt des serious games autour soit
Le jeu s'appuie soit sur un film, mais aussi on peut travailler des thématiques. Donc j'ai fait des jeux sur la science-fiction à partir de 2001, l'Odyssée de l'espace, sur le western à partir de l'appât, sur le polar, sur le burlesque avec Sean le Mouton, voilà. Donc c'est quelque chose qu'on va développer de plus en plus au sein de Normandie Images. C'est des choses que vous faites avec un public ou c'est Oui, c'est fait. Alors là, le jeu Une vie de chat, il est destiné au milieu scolaire, puisque c'est dans le cadre des dispositifs scolaires, école et collège. Mais ces jeux-là aussi, alors l'intérêt, en fait, c'est la condition sine qua non pour jouer à ces jeux-là, c'est d'avoir vu les films avant. Donc souvent, je suis en salle de cinéma, on regarde le film ensemble, et après on fait jouer le public sur le film. Et c'est venu au début des années 2000. Là, je parle vraiment pour le jeune public, mais quand j'ai mes premiers jeux, c'était vraiment destiné. C'était basé autour des films du répertoire mondial ou du patrimoine. C'était pour parler de cinéma. Enfin voilà, ces films qui sont très peu diffusés en salle de cinéma ou alors voilà sur des chaînes spécialisées, pour mobiliser un peu plus de monde en salle de cinéma pour découvrir ou redécouvrir ces films. L'idée était, et pour sortir un peu de, comment dire, du cinéma, du ciné-débat classique, c'était de faire jouer les gens en salle, voilà, et pour parler de cinéma, tout simplement. Et donc là, c'était plutôt destiné à un public adulte. Voilà. Merci. Bonjour. Xavier en cyclique Centre-Val d'Or, en région Centre-Val d'Or. On a approché aussi, on est au pôle régional d'éducation et de formation aux images. Et alors c'est assez amusant de voir comment petit à petit j'ai approché la question du jeu vidéo. Ça a commencé tout doucement avec l'expérimentation d'ateliers de Machinima, qui est assez chronophage en termes de temps d'atelier et aussi de moyens, etc. C'est pas forcément évident de mettre en place ces ateliers Machinima. La question de la compétence aussi. Du profil des professionnels aussi à trouver, voilà. Après, autour de la rencontre de trois psychologues cliniciens, on a commencé à développer des rencontres débats en salle de cinéma en lien avec des contrats locaux de santé de ville. On a réfléchi, c'était ouvert aux familles, relais socio-éducatifs. On a réfléchi à la question du jeu vidéo comme objet culturel à part entière, objet de lien et de liant. Voilà, sur du jeu vidéo au jeu vidéo. C'était plus sur la relation, voilà, comment ce jeu vidéo peut être un objet à part entière de l'éducation aux images et de médiation, et aussi essayer de comprendre aussi les usages aussi par rapport à l'identité du public adolescent. Voilà, et puis après... Encore récemment, disons depuis 2021, j'ai essayé de mettre en œuvre des projets cumulant à la fois un volet formation pour les éducateurs. Et il y a les ciné-goûtés en salle de cinéma. On a essayé de mettre en place des codines goûtés, où ce sont les enfants adolescents qui montrent un peu la programmation de jeux vidéo à leurs parents. Donc là, on inverse voilà. Et avec toujours cette volonté de faire des jeux apportés à enjeux sociaux. Ça peut être, je sais pas, créer un jeu de plateforme avec tout à l'heure on a vu Scratch, mais il y a aussi DevUp qui est intéressant parce qu'on peut y intégrer des photos, des films qui peuvent tout d'un coup se jouer sur la trajectoire du personnage dans la narration. DevUp. Voilà. DevUp, alors D-E-V-U-P. Voilà. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas obligé de faire du code ou des lignes de code, c'est en français en plus. Donc c'est une interface assez simple pédagogiquement à mettre en œuvre en atelier court d'initiation. Voilà. Merci. Juste une petite réaction. Chronophage, pour les Machinima, c'est parce que ça prenait des semaines ou Parce que là, par exemple, oui. L'atelier que j'ai montré, c'était 3 heures. Voilà, alors moi, c'est ça qui m'intéressait dans votre tour, c'est que les premiers que j'ai expérimentés, alors ça date un peu, mais c'était, je ne sais plus, de 2016, 2017. Mais c'était
On va dire que c'était le classico du machinima. On était parti des générateurs de jeux vidéo des Sims ou de GTA. Donc il était des questions d'abord de faire un vrai atelier d'écriture scénaristique en jouant, en réfléchissant à qu'est-ce qu'on veut raconter, ensuite en jouant pour récolter finalement les rushs et ensuite les exporter, faire montage, etc. Donc ça faisait des ateliers de 5 jours très concentrés où le temps de la technique prenait un peu le temps, enfin le pas sur le temps de la pédagogie. Mais voilà, après c'était les premières expérimentations. Il y a évidemment d'autres moyens de faire que je découvre aussi. Voilà. Non, c'est une petite réaction. Et à contrario, je me demandais, depuis qu'on parle, est-ce que par contre ça a généré des réactions où vous vous dites ouh là là, jamais chez moi, voilà, non mais c'est de la curiosité pas malsaine. Tu veux dire qui est vraiment sceptique à l'idée de mettre du jeu vidéo dans son lieu culturel? Qui ne se sent pas du tout après une heure de présentation. Ouais. C'est de la curiosité. Ou vous dites c'est compliqué. Il y a quelqu'un au milieu. Là. Bonjour. Alors moi je ne vais pas répondre à ce que vous venez de dire. Je suis étudiante à la Sorbonne Nouvelle et en fait je voulais savoir ce que vous pensiez de YouTube comme moyen d'éducation aux images par rapport aux jeux vidéo, parce qu'il y a beaucoup de youtubeurs, youtubeuses qui font ça. Et je ne crois pas que vous l'avez évoqué là. Donc voilà, je voulais savoir ce que vous pensiez de tout ça. YouTube et les jeux vidéo, c'est une grande histoire d'amour. Est-ce qu'il y a, avant que tu rendes le micro, est-ce que tu précisais peut-être des contenus parce qu'il y a vraiment plein de choses en fait, autant des analyses, autant de la création vidéo, autant des jeux mis bout à bout entiers, des gens qui se filment dans leur chambre. Enfin, est-ce que tu ciblais quelque chose en particulier ? Alors, d'un côté, ce serait les jeux vidéo, enfin les personnes qui jouent aux jeux vidéo, enfin, le contenu YouTube en soi, et les rencontres entre les youtubeurs, youtubeuses en vrai pour jouer ensemble. Enfin, est-ce que c'est aussi une forme d'éducation aux images pour vous, ou c'est tout autre chose, plus un loisir C'est intéressant comme question. Ça nous permet de revenir à cette question des capacités des publics. Souvent, c'est vertical. On se dit il faut qu'on forme les publics, etc. Sans tenir compte du fait qu'il y a déjà des expertises qui existent et qui se développent de façon autonome, sans la proposition culturelle ou artistique ou éducative. Et donc, il y a quelque chose qui est quand même remarquable, je dirais, depuis les années 2010. C'est l'émergence et la formation de communautés vidéoludiques, pour le meilleur et pour le pire. Il y a les communautés vidéoludiques sexistes, racistes, etc., et tout ce qu'on veut, ça existe et c'est actif. Mais c'est aussi devenu un espace privilégié d'expression, justement, des minorités qui ont acquis des formes de visibilité, des formes d'expertise. Alors, il n'y a pas que YouTube, parce qu'il y a Twitch quand même, aujourd'hui, qui est une plateforme qui permet davantage de participation en live, etc., par exemple, et qui est très, très investi à ce niveau-là par des streameuses et des streamers qui vont proposer. Alors, bien sûr, il y a le classique « on me regarde jouer » et les gens commentent. Donc ça marche très très bien, mais il y a aussi, par exemple, il y a H qui propose des lectures de textes en français ou en anglais, de textes d'analyse sur le jeu vidéo à une communauté de gens qui ne sont pas forcément des universitaires. Et donc voilà, et on discute des concepts, des idées qui circulent autour de ces textes. Il y a des collectifs comme Mauvaise Herbe qui vont organiser des rencontres et des débats avec des invités sur des sujets divers et donnés, comme l'homophobie, etc., le racisme et autres. Et donc on voit que c'est des espaces qui sont investis par des communautés vidéoludiques qui se sont organisées en fait sans attendre les propositions éducatives. Et elles sont très vivantes et très actives. Et ça, c'est vraiment moi, quelque chose, je trouve, de remarquable. Et qui n'est peut-être pas toujours perçu, justement, parce qu'on perçoit... on a toujours ce modèle du joueur de jeux vidéo un peu stéréotypique. Mais ça illustre très mal la diversité des communautés qui existent et qui sont souvent très politisées
est très active et qui font par exemple que aujourd'hui le syndicat des travailleuses du jeu vidéo a pu se monter dans l'industrie aussi. Hein, c'est des gens qui vont circuler autour des milieux du queer gaming, des ateliers de création de jeux aussi, etc. Donc ça échappe aux propositions de dispositifs d'éducation à l'image ou autres, parce que c'est des choses, c'est les joueurs et les joueuses qui font. Je peux juste faire un petit complément sur... Je vais juste là, on va arrêter donc avec les questions pour le moment et on va essayer de voir comment est-ce que justement le jeu de vidéo il peut devenir un objet d'éducation populaire en étant traversé par plein d'interrogations, comme tu as commencé à le dire. Vous avez commencé à le dire, pardon, Mehdi, toutes les questions queer, intersectionnelles qui peuvent exister. Marine, pardon. Juste en complément, nous c'est vrai que ça fait 2 ans qu'on travaille avec une streameuse rennaise qui s'appelle Dollywood. Et en fait, moi je considère que les personnes qui font du streaming sont aussi, comme nous toutes et tous, des médiateurs et des médiatrices du jeu vidéo et participent à faire découvrir, on parlait tout à l'heure, est-ce qu'il faut un lieu ? En fait, est-ce que le lieu actuel pour découvrir du jeu vidéo différent, ce serait pas Twitch en fait aussi ? Et pour le coup, on essaye de... Je sais qu'elle a cette fibre de médiatrice très forte et je pense que c'est le cas de beaucoup de streamers et de streameuses. Et du coup, on met en place avec elle des actions de médiation auprès de différents publics pour justement mettre en action plus réelle pour elle aussi, enfin plus physique on va dire, des actions de médiation avec des publics qu'elle ne connaît pas forcément. Et voilà, donc nous on a notamment monté un jury jeune dans le cadre du festival Stunfest où en fait des adolescents venaient tester des jeux qu'on proposait et l'idée c'était d'échanger avec elle et comme elle en plus est habituée à parler de manière assez intéressante et intelligible en même temps qu'elle est en train de jouer et d'avoir un propos assez rapide à exprimer. Enfin voilà, ça avait tout son intérêt, enfin ça a toujours tout son intérêt de mettre en place ce genre d'action avec ces personnes. Ouais. Alexandre, on a discuté il y a quelques semaines de ton intérêt notamment pour le jeu indépendant et tout ce qu'il... alors je sais pas si c'est clair pour tout le monde ce qu'est le jeu indépendant, en fait personne n'arrive à se mettre d'accord sur ce que c'est vraiment entre les journalistes, entre les chercheurs, chercheuses et puis les joueurs et joueuses elles-mêmes. Tout le monde a sa petite définition du jeu indépendant. En très très gros, c'est... on pourrait partir du fait que c'est quelqu'un qui ne reçoit pas d'argent d'un éditeur pour programmer pour produire son jeu. Et encore, on trouve des éditeurs qui se spécialisent dans la production de jeux indépendants. Donc voilà, et dans cette production qui est vraiment très très grande, on trouve des productions qui ne cherchent pas forcément à innover dans le jeu indépendant, mais il y a quand même certains jeux qui tendent à proposer d'autres choses. Ça, c'est quelque chose que tu essayes de mettre en avant, toi. Ouais, tout à fait. Ouais, le jeu indépendant, c'est parmi beaucoup de ses représentants, on peut qualifier beaucoup de... C'est un peu la branche art-essai, recherche du jeu vidéo. C'est un petit peu rapide de le dire comme ça, mais il y a beaucoup de jeux qui parlent beaucoup plus au public parce qu'ils sont sur des concepts qui sont peu connus, surprenants et qui justement essaient d'introduire des nouveaux publics. Donc ça, c'est intéressant. Et oui, on l'a vu avec les programmes de jeux qu'on propose, il y a toujours des jeux très identifiés, donc Pac-Man que tout le monde voit ce que c'est, et à la fois des jeux qui sont beaucoup plus sur... moins connus, ou en tout cas qu'on essaye d'attirer. Mais je pense que c'est quelque chose de très important à conserver dans une société où il y a énormément d'offres. Et c'est aussi ça, la force de YouTube pour moi. Et par rapport à la question qui avait été posée, je trouve que c'est la notion de curation en fait, qu'on peut proposer dans les lieux. Et c'est ce qu'on fait quand on propose un programme de jeu où on se dit, voilà, il y a des milliers de jeux vidéo qui existent, mais on vous a choisi aujourd'hui 3 jeux par rapport au film parce que il nous semble vraiment intéressant par rapport au film et par rapport au moment qu'on va passer ensemble. Donc il y a vraiment cette idée on crée quelque chose, pas forcément que ce soit gigantesque, mais on crée un événement, en tout cas social. Et les jeux vidéo indépendants permettent ça par leur diversité et par leur langage. Et voilà, et pareil sur YouTube, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de... On va écouter un père ou un PAIR, pour essayer de se dire, c'est moins descendant, c'est moins vertical, effectivement, c'est plus quelqu'un qui peut être notre voisin ou qui va avoir notre âge, qui va nous parler d'une œuvre ou d'un jeu, qui va aussi se mettre en scène souvent. Donc ça aussi, je trouve qu'en termes d'éducation à l'image, oui, il y a beaucoup de choses dans YouTube qui peuvent être réutilisées ou intéressantes.
Et du coup, ça fonctionne parce qu'il y a un choix qui est fait par quelqu'un. Et je trouve que ça, c'est important et que ça cible aussi le public et l'attention. Donc les jeux vidéo indépendants, oui, enfin, c'est clairement un énorme océan de richesse et c'est ça qui... Et voilà. Et après, moi, je trouve ça hyper important qu'on ait quand même des lieux incarnés. Tu disais que le lieu, ça peut être Twitch. Enfin, c'est Twitch, c'est YouTube. Mais c'est quand même dramatique de se dire que le jeu vidéo aujourd'hui n'a pas de musée en tant que tel. Enfin, on est en train d'en parler là, il y a quelque chose qui se passe. Mais sinon, voilà, si demain vous voulez emmener votre famille ou quoi en contact avec du jeu vidéo qui soit intéressant, mis en avant par des personnes qui sont renseignées dessus, vous n'avez pas ça en fait, alors que vous avez ça pour la musique, pour le cinéma, pour la sculpture, pour plein de choses. Mais des lieux clairement incarnés qui permettent d'être en présence de jeux vidéo et voilà, et pas forcément, le jeu vidéo en tant que tel, avec une interaction directe de vous sur un objet. C'est toujours fait de façon à côté de la plaque par beaucoup de gens qui essaient de le faire. Là, récemment, le Palais des Beaux-Arts à Lille a mis une exposition autour du jeu vidéo. Il n'y a pas un endroit où vous pouvez jouer en direct avec ce que vous voyez. Enfin, c'est fou, alors que c'est quand même la base. Donc oui, je pense que de le faire de façon éphémère dans les cinémas, comme je peux le faire avec Playful, ou dans les médiathèques, ou les médiathèques qui font déjà ce boulot depuis longtemps, c'est très important de continuer à essayer de faire exister des lieux physiques dans lesquels tout usager peut se rendre, quoi. C'est la petite minute. Mais ce que je trouvais intéressant là, entre ce qui a été montré au tout début avec cette expérience avec les enfants, où ensuite on voit deux jeux qui reprennent cette même mécanique. Et là, et ce qui permet aussi de se dire, finalement, ce qui me semblait complètement étranger à moi, maintenant, j'ai une clé de lecture et voilà, et ça commence à m'être un peu plus familier. Je trouvais vraiment intéressant d'avoir vu le jeu là qui part de Dino et ensuite regarder Inside. En fait, ce sont les mêmes mécaniques de jeu quasiment. Et d'un côté, ça a été fait avec des enfants. J'aimais beaucoup aussi, mais ce qui a été dit sur les ateliers où ce sont les enfants qui montrent aux parents. C'est vrai que ça, le jeu, ça permet cette posture de donner la main à ceux qui font. Et j'ai perdu mon fil, ça me reviendra sûrement tout à l'heure. Voilà. Merci. Mehdi, ça c'est un petit peu les sujets sur lesquels vous travaillez beaucoup, cette question des enjeux de la visibilité notamment. Aujourd'hui, comment est-ce que vous envisagez, vous, le jeu vidéo, comment est-ce que vous l'observez comme un possible outil démocratique ? Avec plein de... Alors, oui, c'est-à-dire ça fait partie des outils à disposition, bien entendu, puisque c'est une pratique sociale. Et effectivement, voilà, là aujourd'hui, je la travaille, cette pratique sociale, plus dans la perspective d'analyser et comprendre les représentations de genre, les représentations ethno-raciales. Mais il y a plein d'autres façons de le faire. Et puis, mes collègues le diront aussi, il y a des collectifs militants, politisés, qui utilisent et qui investissent le jeu vidéo dans cette perspective-là. Alors moi, je vais plus me situer dans l'idée de la formation aux outils d'analyse critique du jeu vidéo. Parce qu'il me semble que ça fait partie... Enfin, c'est pas seulement... mettre en œuvre des actions, ça demande bien sûr une réflexion au préalable. Et souvent, sur ces questions-là, tout le monde manque de formation sur les questions de racisme et de sexisme. Il y a une difficulté à faire passer ce qui s'est élaboré au niveau de la recherche, par exemple, à le faire passer dans les réflexions des professionnels. Il y a des choses qui ont du mal à circuler, notamment parce que dans la tradition française, ces enjeux-là sont assez compliqués à discuter de façon, je dirais, un peu approfondie. Donc on va rester sur des choses assez consensuelles, on va rester sur l'idée de diversité, on va rester sur l'idée de lutter contre les stéréotypes, etc. Mais en fait, si on pose la question « qu'est-ce que c'est qu'un stéréotype ?», là, ça commence à devenir compliqué. Qu'est-ce que c'est alors la diversité ?
qu'est-ce que ça veut dire. Et voilà. Et donc là, c'est plus à ce niveau-là que je vais essayer de travailler et de faire des propositions de réflexion. Alors, dans les communautés vidéoludiques, c'est pris en charge par les minorités, ce travail-là. Mais voilà, donc ça, il faut le dire aussi. Et souvent, c'est des gens que j'ai en cours. À Paris 8, on a une surreprésentation des minorités de genre et sexuelles, par exemple, par rapport à d'autres universités, parce que ce sont des personnes qui savent qu'elles vont trouver dans cette université des cours et des recherches qui s'intéressent à ces enjeux. Mais on reste, par exemple, là, il y a Assassin's Creed Mirage qui est sorti, voilà, et qui reproduit des schémas orientalistes qui sont voilà, très naturalisés, très inscrits dans les représentations culturelles françaises. Tous les débats sur l'appropriation culturelle qui existent autour du jeu vidéo peinent à être assimilés, par exemple, par les professionnels de l'éducation. Et donc, parce que qu'est-ce que c'est que l'appropriation culturelle? Alors, il y a plein d'enjeux comme ça. Si je pose la question, si je dis, je reviens à mon discours des années 90-2000, non, il n'y a pas d'addiction aux jeux vidéo, ça ne marche pas comme ça. Et d'une façon générale, toutes les études, et jusqu'à aujourd'hui, montrent qu'il n'y a pas d'effet direct des médias en général, des images sur les gens. Ça ne marche pas comme ça. Donc voilà. Donc ça, débat réglé. Mais alors on va dire, mais alors ça sert à quoi? Pourquoi les représentations sont-elles importantes? S'il n'y a pas d'effet direct, pourquoi il faudrait qu'il y ait des images moins racistes, des images plus inclusives, moins sexistes, etc. Donc, effectivement, c'est un paradoxe, mais tout ça, il faut le travailler. Il faut expliquer comment ça peut permettre de construire des perspectives à travers des identifications, des perspectives de représentation qui disent ce qu'il serait possible de faire dans une société qui n'est pas la nôtre, mais ce qu'il serait possible de faire. Mais quand vous commencez à vous poser la question de comment le faire, comment construire ces représentations, et c'est des questions que les gens qui font des jeux vidéo ou qui font des films se posent. Comment? Alors si je veux être plus inclusif, si je veux, donc je vais faire un peu de diversité. Parce qu'en plus, les institutions donnent des labels et des primes. Si vous faites le label diversité, les éditeurs de jeux vidéo ont bien compris que s'ils mettent un personnage noir, ça fait de l'argent en plus, etc. C'est dans les critères des cahiers des charges. Donc, comme les langues régionales aussi, ça donne des sous, etc. Bon. Donc, ce qui est paradoxal dans un pays qui ne les reconnaît pas. Mais donc, on est dans cette situation où on va se poser cette question de comment on représente cette diversité. Et on va rentrer en fait dans des catégories, on va reproduire des catégories. En réalité, on reproduit la représentation dominante. C'est ça le problème. Il faut passer du temps en amont. Pourquoi on reproduit la représentation dominante? Parce qu'on va dire, on va faire United Colors of Benetton, on va dire, on va mettre un noir, mais qu'est-ce que ça veut dire noir? Ça veut dire guadeloupéen, ça veut dire sénégalais, ça veut dire, vous voyez, ça veut dire afro-européen. Bon, qu'est-ce que ça signifie? Et on va, en fait, à travers la volonté de produire une représentation diverse, en fait, on reconstruit des catégories raciales qui sont excluantes. De la même manière, avec les stratégies par rapport au genre ou aux sexualités, on va faire ce qu'on appelle le queerbaiting. On va essayer de mettre un personnage gay, etc. Et dans le jeu vidéo, on va dire, maintenant c'est génial, vous pouvez développer une romance alors vous jouez un homme et vous pouvez développer une romance avec un homme, vous jouez une femme, vous pouvez développer une romance avec une femme. C'est extraordinaire, etc. Et vous avez le choix. Bon, ok. Mais vous voyez, cette idée, elle est extrêmement complexe. C'est quelque chose sur quoi il faut travailler et qui est largement négligé aujourd'hui. Donc c'est pas là dans une table ronde que je peux développer plus précisément, mais bon. Et la deuxième dimension, c'est que quand on commence à faire ce travail et quand on travaille avec des jeunes dans cette perspective-là et qu'on a le temps de développer avec des jeunes ou des formateurs, des formatrices, bien sûr, mais aussi avec des jeunes qu'on a le temps de développer sur ces enjeux, eh bien, on va créer un espace de confiance qui peut être piégeux aussi. Et ça aussi, dans les pratiques professionnelles, il faut faire attention. Et par exemple, ça nous est arrivé à plusieurs reprises, mais je vais prendre juste un exemple dans la région lyonnaise, avec des jeunes, on travaillait sur la question du jeu en réseau, on menait une enquête en même temps,
Et le travail se faisant avec des collégiens et des collégiennes sur quand même un certain nombre de semaines, nous, on avait identifié qu'il y avait des joueuses, évidemment, qui faisaient partie des groupes de jeux en ligne, mais qui avaient des stratégies pour ne pas être harcelées par les garçons lorsqu'elles jouaient. Donc, par exemple, elles ne prenaient pas le micro, elles utilisaient uniquement le chat, ou elles prenaient des pseudos masculins, etc., etc. Bon. Et en fait, dans les espaces qu'on a créés, comme c'était des espaces un peu safe, un peu de confiance, il y a quelques-unes de ces joueuses qui ont fait leur coming out de joueuses face à la communauté des garçons. Alors nous, on dit c'est bien, c'est bien que cet espace le permette. Mais en même temps, et c'est toute la question de la visibilité, c'est que quand on revendique un accès à la visibilité, quand on appartient à des minorités, qu'on revendique un accès à la visibilité, c'est à la fois une chose importante, et en même temps on devient vulnérable. C'est-à-dire qu'à partir du moment où elle a dit ça, elle ne pouvait plus aller en ligne jouer de la même façon. Parce que ça y est, elle était identifiée. C'est une fille en fait. Et donc, vous voyez, ce n'est jamais évident, et or ça paraît évident. Par exemple, être plus visible, on va dire, ah oui, c'est une évidence. Mais le régime de la visibilité, c'est un régime sécuritaire. Aujourd'hui, c'est bien la raison pour laquelle il est interdit de se masquer dans des lieux publics, n'est-ce pas, hein, et de porter des voiles et autres. Parce que c'est un régime sécuritaire. Il faut que tout le monde soit visible, transparent, pour pouvoir être contrôlé. Donc, ne pas l'être, c'est aussi... et le défunt Philippe Aigrin avait travaillé avec nous à Béthune dans le cadre de la capitale régionale des cultures en 2011 sur ces enjeux-là. Ne pas l'être, justement, c'est extrêmement important. On avait présenté d'ailleurs à cette occasion un jeu qui s'appelle Frontiers, qui était en cours de finalisation par des Autrichiens, et qui retrace le parcours que font les migrants pour accéder à la forteresse Europe, et avec toute la question justement des dispositifs, des obstacles, des dispositifs de contrôle, de sécurité, etc. Et donc la question de la visibilité, c'est leur corps de migrants est visiblement un corps problématique. Et donc c'est ça qui les rend vulnérables. Donc vous voyez, donc toutes ces questions et tous ces enjeux, en fait, quand on monte des actions autour de ces sujets-là, en fait, il faut se former, parce qu'on ne peut pas faire n'importe comment, et il y a de la recherche qui existe et qui peine à être diffusée et transmise dans les actions. Et juste pour poursuivre ce que disait Mehdi, en plus des questions de représentation, il y a aussi, je commençais à l'évoquer tout à l'heure, il y a aussi des questions de mécanique de jeu qui vont être liées aussi à une certaine vision du monde. Quand on a une vision du monde qui est très liée au capitalisme, aux questions liées à l'anthropocène, eh bien, on va avoir des types de jeux où le plus important, c'est d'être le plus fort, et puis qu'importe ce qu'on va détruire, mais pourvu qu'on ait la première place. Et j'ai du coup essayé de m'intéresser à des jeux qui présentaient d'autres types de mécanismes de jeu où l'important, c'est pas en fait d'être le plus fort, mais peut-être de collaborer, d'être sur des notions de coopération. Et donc, quand on parlait là de façonner les imaginaires, c'est vrai que sur ces questions de représentation, ça c'est indéniablement très violent, finalement, pour une femme de regarder, de regarder certains jeux, parce que c'est extrêmement violent sur ce que ça nous renvoie à ce qu'on peut être, ou pour une personne racisée. C'est vrai qu'en 2012, j'avais fait un film qui s'appelle Je est un autre. C'était un machinima où j'étais un homme noir. Ça parlait de la question de l'identité à l'heure du numérique, mais je posais la question de pourquoi l'autre est toujours un ennemi, pourquoi l'autre, et alors surtout quand il a une couleur qui s'éloigne du blanc, pourquoi c'est toujours lui le vilain, ou pourquoi et pourquoi l'autre peut pas être perçu comme plutôt un ami, un collaborateur, voilà. Donc en plus des représentations, il y a aussi les types de jeux, quoi. Comment on joue et à quoi on joue, et enfin
sur les questions de jeux en 3D. Moi, il y a maintenant une dimension qui je trouve, est très importante, c'est de se souvenir que dans cette course à l'hyperréalisme qu'on a, en fait, on oublie que, du coup, on est vraiment dans toutes ces questions d'obsolescence programmée, de course à plus de processeurs, et en oubliant tout ce que ça implique politiquement, socialement, dans les pays où on va extraire le cobalt, tous les minéraux qui sont nécessaires à construire les machines et les consoles et tout ça. Et on oublie aussi tout ce qu'on va ensuite rejeter, notre petit caca, dans les mêmes endroits d'ailleurs où on a extrait ces minéraux, puisqu'on va aller renvoyer tous nos déchets électroniques quasiment dans les mêmes pays où on a extrait. Donc c'est pour ça que je reviens encore à cette histoire d'activisme pédagogique, parce que je pense vraiment qu'il y a un fort enjeu à disséminer d'autres types d'esthétique qui ne soient pas uniquement l'hyperréalisme et qui demandent une nouvelle machine tous les 2 ans pour pouvoir faire tourner ces gros jeux et tout ça. Donc vraiment, j'ai vraiment, encore une fois, je pense qu'on a vraiment un rôle à jouer à ce niveau-là, parce qu'il faut prendre conscience de ça. C'est hyper politique ce à quoi on joue en fait. Non mais tout à fait, je voulais juste plus soyer fortement, et même en fait on le voit dans les séances quand on propose des interactions, enfin, dès qu'il y a des jeux de compétition, il y a des mécanismes de domination qui commencent à s'exercer au sein des groupes, et du coup voilà, il faut la jouer fine en animant si on veut vraiment aller vers ces jeux-là, ou alors les jeux de coopération, vous l'avez vu, on a joué à un jeu à 8, vous avez joué à un jeu à 8 en coopération, et tout de suite, voilà, bon, après vous étiez très discipliné comme je disais, parce que sur les plus jeunes ça marche moins facilement comme ça. Par exemple, sur le jeu que vous avez fait, Pico Park, il y a une chose toute bête, vous avez vu, n'importe qui peut prendre la clé, et la clé, en fait, il faut l'amener jusqu'à la porte. Bon, effectivement, il faut avoir la place pour l'insérer dans la serrure, mais la clé en tant que telle, on s'en fiche, entre guillemets, à qui elle appartient, puisqu'elle appartient en groupe, elle sert à ouvrir la porte qui sert à l'équipe. Vous avez tous suivi ça, sauf que on avait fait la séance avec des collégiens, et en fait, la clé, naturellement, elle n'est pas assignée à quelqu'un, elle peut se déplacer de façon fluide. Dès que vous êtes proche d'un copain, c'est lui qui peut la récupérer. Et ils ont passé, vraiment, je vous jure, 2 minutes devant la porte à se piquer la clé au lieu de juste l'insérer dans la serrure et de partir, parce qu'il fallait avoir la clé, quoi. Il fallait avoir l'objet, il fallait être plus fort que les autres. Et donc, même sur un jeu qui, normalement, sur un truc aussi simple que Pico Park, un fond blanc, 2D et puis juste une porte à ouvrir, il y a quand même naturellement quelque chose de compétition qui peut se mettre en avant. Et voilà, c'est pour ça que même sur des jeux compétitifs moi j'ai pris plaisir maintenant à faire des jeux compétitifs qui soient absurdes, dans la mesure où les coûts de déplacement sont tellement à la fois simples d'accès mais difficiles à faire à l'écran. C'est un peu dur à vous expliquer avec des mots, mais c'est que finalement c'est tellement absurde de gagner ou de perdre que ça n'a pas d'intérêt. Et du coup ça effondre aussi la mécanique de compétition. Parce que évidemment, tous les comportements qu'on a en jeu influent pas forcément dans notre façon de vivre au jour le jour. Par rapport à ces histoires de violence dans le jeu vidéo, je pense qu'on est sorti de ces débats-là. Mais en tout cas, oui, ça a du sens politique, et ne serait-ce que dans la séance en elle-même, quoi. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, et j'ai envie d'ajouter, c'est la société où on vit, et c'est logique qu'on essaye, à travers la pratique du jeu vidéo par exemple, d'expérimenter, d'acquérir des formes d'expertise qui fonctionnent en analogie avec ce qu'on nous demande de faire aussi à l'école. C'est-à-dire, à l'école, il faut avoir la meilleure note, une meilleure note que les autres. Et donc du coup, c'est assez logique qu'on retrouve ces comportements. Et donc, effectivement, la démarche éducative dans une perspective de transformation sociale, c'est aussi montrer que même si dans la réalité, en fait, on a des injonctions contradictoires qui vont nous dire oui, alors voilà les valeurs, et puis en fait, il faut faire la compétition pour réussir, et puis tout le monde ne réussira pas, ce sera seulement les meilleurs. Donc c'est complètement, c'est horrible en fait. Mais il faut montrer qu'on peut imaginer au moins et travailler au moins, effectivement, à d'autres potentialités, et c'est là qu'on rejoint la question des représentations aussi.
Merci. Oui, Marine, tu voulais ajouter ? Oui, juste pour compléter sur le côté compétitif, nous, ça fait plusieurs fois là qu'on a des demandes, enfin, ça fait très longtemps qu'on a des demandes de tournois, parce que Stunfest, festival, jeux de combat, voilà. Dans l'imaginaire, on fait que du jeu de combat et que du tournoi. Et pour le coup, on a essayé de le traiter d'une manière un peu plus... on a essayé de faire des Olympiades, en fait. On a essayé d'imaginer un nouveau... Enfin, pas un nouveau principe, parce que ça existe depuis très longtemps, mais un principe que les gens ne nous demandent pas d'eux-mêmes, en fait. De leur dire, OK, on va travailler sur de la coopération, en fait. On va faire que... c'est pas le plus fort qui va forcément gagner, mais en tout cas, il y a cette notion de... Il faut qu'on soit... qu'on se motive mutuellement et qu'on s'amène plus loin ensemble. Et ça a été possible parce qu'on l'a fait dans une structure qui a déjà ce travail-là à l'année, quoi. On ne peut pas arriver non plus dans un lieu et puis dire OK, ça va se passer de cette manière-là. Et là, le bilan était assez positif. Il y a encore le bilan à faire sur la présence des filles quand même dans ce genre d'événement, qui est encore questionnable, mais pour autant, elles étaient présentes en tant que spectatrices, et ça, c'était super, parce que ça créait quand même toute une animation autour. Mais ouais, j'espère qu'on va réussir à créer quand même quelque chose de plus positif autour de jeux compétitifs. Enfin, j'ai bon espoir qu'on puisse le faire quand même, et que ça reste quelque chose de pertinent et d'intéressant, et qui fasse le lien justement avec ce qu'on nous demande au quotidien d'être plus performant, etc., mais qui l'amène d'une manière différente, quoi. Et du coup, juste en face, on avait une autre demande sur un tournoi. Et là, pour le coup, il a déjà existé avant que nous, on arrive sur ce projet. Et là, c'était le complet opposé de ce qu'on voulait proposer. C'était du tournoi FIFA, donc directement très exclusif, qui n'inclut pas du tout le public féminin, enfin en tout cas rarement, et surtout qui n'inclut pas les personnes qui ne jouent pas aux jeux vidéo, parce qu'il faut quand même des compétences et des connaissances, et que c'est pas un jeu si simple que ça. Et il y avait vraiment cette notion de e-sport très présente et très toxique quand même, enfin voilà. Et pour autant, le projet qui a été soutenu par la ville, ça fera peut-être le lien d'ailleurs avec la conversation suivante, mais c'était le projet FIFA en fait. Et ils se sont dit, c'est super, ça va faire ramener, il y a eu du monde, etc. Et voilà, je pense qu'il y a aussi cette notion de ce qu'on disait tout à l'heure, faire venir du monde sur des tournois, donc ça veut dire continuer à rentrer dans un système qui est celui dans lequel on est, mais qui n'est pas celui qu'on veut promouvoir, quoi. Ouais, justement, on va enchaîner sur la dernière question. On va faire l'impasse sur celle qu'on avait prévue juste avant, juste pour dire que questions matérielles et formation, vous avez des ressources qui se trouvent en ligne, notamment sur le site de Playful. Alexandre, si tu veux en dire quelques mots. Oui, le site, il est encore en chantier, n'y allez pas s'il vous plaît. On n'est pas encore au clair là-dessus. Mais ça arrive, ça va arriver là, enfin, pour la fin de l'année, enfin. Parce que le but, c'est vraiment que ce soit un bloc de ressources où, si vous voulez faire les choses par vous-même, vous avez les informations, et puis si vous voulez faire appel à quelqu'un, vous avez une liste d'intervenants un peu partout en France pour que ça fasse, que ça soit le plus facile possible pour les lieux culturels. Mais sinon, j'y pense avant d'oublier, mais si ça vous intéresse, on a édité avec de la suite dans les images et du coup l'action cinéma et jeux vidéo que Mehdi a déjà cité, on a édité un livre de formation qui se présente sous la forme d'un livre dont vous êtes le héros parce que c'est plus marrant à lire et c'est plus fun, qu'on a fait livrer au cinéma. Ils sont pas du tout en vente, ils sont à votre disposition, donc vous pouvez repartir avec un exemplaire si ça vous intéresse, et ça parle notamment de ce qu'on n'a peut-être pas le temps d'évoquer ici, ou en tout cas on peut en parler aussi, sur le branchement technique d'une console à un vidéoprojecteur, à un projecteur de salle, la question des droits, comment on fait concrètement du coup par rapport aux droits d'exposition du jeu vidéo, et du coup pas mal d'éléments de représentation, le politique. Donc voilà, si ça vous intéresse, il faut juste que je pense à vous mettre ça à dispo, mais c'est pour vous, quoi. Il y a une ressource aussi belge qui s'appelle educageux.be, et vous avez aussi pareil qui est en accès sur internet et qui a plein de ressources. Et généralement l'idée à retenir du livre que vous avez écrit et de ces ressources-là, c'est aussi d'essayer
se décomplexifier par rapport à la question de la difficulté à proposer du jeu vidéo, et notamment en salle de cinéma. On pourrait s'en faire tout un monde, mais c'est vrai qu'au final, l'installation que tu as là, par exemple, derrière, elle est assez légère. Donc c'est quelque chose dont il faut arriver à se libérer pour pouvoir facilement proposer du jeu vidéo en salle. Et je sais notamment que une de tes ambitions, parce que c'est pareil, la question de la curation de jeux, quel jeu on propose pour quel public, c'est pas forcément simple de s'y retrouver vu les milliers de jeux qui sortent chaque année. Donc ça, c'est aussi une de tes ambitions, une des ambitions de Playful, de proposer une sélection de jeux. Parce qu'au final, vraiment, la technique et les histoires de droit, c'est vraiment pas ce qui vous limite en termes d'action culturelle aujourd'hui. Ce qui va être plus difficile, c'est à quel point vous arrivez à raccrocher les wagons entre votre projet culturel et les jeux vidéo que vous allez mettre en avant, et les demandes aussi, parce que là, on parlait de FIFA, effectivement, mais si on est parfois amené sur des jeux compétitifs qui ne nous font pas envie, vous pouvez aussi, vous, en tant que... c'est ça aussi le grand champ de la médiation, et à quel point c'est chouette de faire ce travail, vous pouvez tricher, et vous pouvez en fait mettre une surcouche de ce que vous avez envie de proposer comme interaction. Et par exemple, sur Mario Kart, qui est un jeu compétitif, parce qu'il faut être le premier à passer la ligne d'arrivée, ce qu'on fait régulièrement, c'est que dans Mario Kart, vous avez classiquement 3 tours à boucler pour finir le circuit. Et bien, du coup, on fait des équipes de 3, et ils se passent la manette à chaque fois qu'ils finissent un tour. Comme ça, ils sont 3, entre guillemets, derrière un seul kart. Et du coup, ça fait plus de personnes qui jouent à la fois, et vous avez une idée de compétition, mais liée avec des enjeux de coopération, parce que si vous avez utilisé tous les objets dans le premier tour, votre copain il n'aura plus rien, enfin quelque chose comme ça. Et ça marche aussi avec FIFA, parfois ils se partagent la manette entre celui qui va vers les actions de déplacement, celui qui va vers les actions de tirer. Donc voilà, vous pouvez essayer de rajouter des surcouches pour faire en sorte de plus correspondre à vos valeurs. Alors, donc on va aborder la dernière question, qui n'est pas forcément la plus douce et la plus simple. On le voit passer, c'est une question qui agite pas mal les personnes qui s'y frottent aux jeux vidéo et au fait de créer des actions autour du jeu vidéo, et notamment en lien au cinéma. C'est comment est-ce qu'on arrive à intéresser, à motiver, à solliciter notamment les institutions comme le CNC ou la DRAC. Et alors le Playful a un Discord sur lequel s'échangent des ressources, des conseils, etc. Mais aussi où se jouent parfois des discussions et des débats, et notamment autour de cette question-là. Voilà, je pose la question, et puis vous allez peut-être pouvoir partager aussi vos avis là-dessus. À partir du moment où on a l'envie de faire ces choses-là, et qu'on a la confiance pour proposer du jeu vidéo, où sont les blocages, et notamment au niveau des institutions, et qu'est-ce qui pourrait être une possibilité de les débloquer? Moi, personnellement, dans mes actions, j'ai souvent été soutenue par les institutions. Je n'ai pas ressenti beaucoup de blocages. C'était souvent des blocages plus, encore, comme je l'avais dit tout à l'heure, des lieux d'accueil qui pensaient qu'il y avait des problèmes techniques et tout ça. Mais moi, les institutions m'ont plutôt toujours soutenue dans... Voilà, après avec des dispositifs qui étaient peut-être liés plus à l'éducation, moins au lieu cinéma, mais il y a pas mal d'actions qui ont été financées. Enfin, c'était les collèges ou les lycées qui demandaient des soutiens avec des... Et après, je suis beaucoup intervenue aussi dans ce qu'on appelle les CLEA, les contrats locaux d'éducation artistique, et là après c'est financé de manière un peu différente, mais où j'ai fait des ateliers, j'en ai fait à l'appel, et dans des contextes très très variés, et parfois même dans des cinémas. Donc moi j'ai pas vu beaucoup les blocages, mais peut-être que vous êtes plus au courant. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Nous, c'est plus des blocages en termes d'associations qui essayent d'avoir une activité pérenne. C'est plus ça où nous, ça nous complexifie un peu la vie de pas avoir, de marcher au projet toujours en fait. Parce que c'est ce qu'on disait aussi, le côté, là on est dans le cadre de dispositifs d'éducation aux images, et ça permet quand même d'avoir quelque chose qui peut durer dans le temps, quoi. Et là, en fait, on fonctionne pas du tout comme ça. Donc nous, on est toujours
dans la course à monter des projets, trouver des partenaires, avoir des financements, etc. Et qui permet pas en plus aux structures de trouver un équilibre, en tout cas pour le faire. Mais voilà, je comprends quand tu es une personne individuelle, une artiste qui se déplace dans les établissements, c'est pas Sachant tous que moi, les du mêmes. coup, je suis pas payée, hein, mais oui. Oui, Ah bah oui, parce que c'est pour l'association. oui, Et moi, je me rémunère pas. d'accord. Ok. Alors que là, pour le coup, oui, nous, on est dans des actions où les personnes sont payées, enfin les professionnels en tout cas qui coordonnent. Il y a cette vraie problématique, en tout cas dans notre domaine, je pense. C'est vrai que ça avait été évoqué un peu plus tôt par vous, Mehdi. Cette question-là, elle est aussi fortement liée à l'économie du jeu vidéo proposé en salle de cinéma. Ouais, on va pas tarder à arrêter. Bon, peut-être juste un dernier mot là-dessus pour conclure, puis après on passera à vos dernières questions. Oui, en tout cas, c'est vrai que quand on essayait de porter ces questions-là, déjà il y a quelques années, c'était quand même la question du commercial, non commercial. C'est la question, je parlais de Philippe Aigrin tout à l'heure, voilà, la Quadrature du Net a fait un gros travail aussi il a publié un livre qui s'appelle Sharing, c'est-à-dire la nécessité de partager hors marché les contenus numériques pour pouvoir justement favoriser la création, l'éducation, la formation. Donc, quand j'étais étudiant en cinéma à Lille, on avait une régie, à l'époque de la VHS. On avait une régie avec plein d'ordinateurs qui enregistraient les films qui passaient à la télé. Un jour, il y a Canal+ qui a débarqué. Et ils ont voulu fermer ça. Ils n'avaient pas le droit de le faire. On avait le droit de faire ça. Donc ça a été un combat qui n'a pas été porté aussi par les associations, etc., ou qui n'a pas été suffisamment porté pour défendre justement ce droit-là. Et encore aujourd'hui, le droit de citation existe. Mais à chaque fois, on va nous demander, est-ce que vous avez l'autorisation de montrer les images ? Je le prends. Ils veulent faire un procès. Je ne fais pas d'exploitation commerciale de ces images. Eh bien, on va voir. J'ai édité une revue pendant 15 ans en mettant les images des films. Je n'ai jamais demandé les droits. Je n'ai jamais eu de problème. Parce qu'ils savent très bien que c'était une revue associative qui ne faisait pas de bénéfices, donc il n'y avait pas d'exploitation commerciale de notre activité. Et que donc, devant un tribunal, on aurait gagné en droit de citation. Droit de citation pédagogique, droit de citation dans les formations, etc. Mais donc du coup, il y a aussi un combat à porter à ce niveau-là. Et l'autre combat qu'on avait essayé aussi d'initier, mais finalement, voilà, les rapports de force sont ce qu'ils sont, dans cette période où on est passé, alors subtilement, parce qu'appel à projet, on ne dit pas appel d'offres, mais en fait c'est des appels d'offres. Alors pour les assos, on a dit, mais vous, ce sera des appels à projet. Mais c'est la même chose, évidemment. Dans cette période-là, on défendait aussi l'idée que ce soit qualifiant finalement, que l'action culturelle qui est menée soit qualifiante pour les dossiers de classement, par exemple. Alors je ne sais pas où en est la réflexion là-dessus aujourd'hui, mais enfin à l'époque, on voyait bien qu'il y avait des résistances à cette idée au niveau de l'institution, justement, parce que l'institution, elle travaille à essayer de maintenir un équilibre entre associatif non commercial et l'industrie, au profit d'abord de l'industrie, évidemment. Et donc, du coup, c'est ces enjeux-là, peut-être qu'il faut réussir à réinvestir en profitant du jeu vidéo pour défendre un certain nombre de perspectives un petit peu différentes que celles du marché. Et en même temps, il y a les questions de pouvoir monter des actions et des projets. Des fois, c'est intéressant de pouvoir poser des questions d'acquisition de compétences dans un projet. On va dire, ça, c'est un projet pour lequel on peut obtenir des financements, parce qu'en fait, il y a de l'acquisition de compétences et on défend ça auprès de financeurs en disant les gens qui participent à cet atelier, ils acquièrent des compétences en fait à caractère professionnel par exemple. Et donc on fait des référentiels et puis on dit voyez, ils ont fait une semaine de formation en faisant des machinima, il y a l'acquisition de compétences et cette acquisition de compétences en fait elle correspond à ça, ça et ça. Ah oui, là, d'accord, c'est intéressant, donc effectivement c'est réfléchir aux critères d'employabilité, c'est réfléchir, etc. Donc ça peut être aussi un outil, mais en tout cas ça ne peut pas se penser à mon sens sans la question, les enjeux du non commercial et de la défense de ces droits d'accès au contenu qui sont de plus en plus confisqués, forcément. Là, ça devient terrifiant avec le streaming en plus. Je peux même plus utiliser des films en cours sans passer par le piratage. Merci. Alors, je ne sais pas si on a le temps pour une question ou un intervenant. Alors, on va peut-être faire juste une dernière, si quelqu'un veut réagir par rapport à ces questions-là, ou si une expérience peut-être à partager de ce point de vue-là. Et sinon... Non. Ok.
Ok, alors s'il y a quelqu'un qui a un dernier mot à rajouter parmi les intervenants et intervenantes. Non, mais c'est vrai qu'on avait préparé ça hier soir ensemble et on se disait quand même que ça allait dans le bon sens. Franchement, enfin, il y a beaucoup de choses qui ont évolué depuis. Enfin, j'ai pas autant de recul que ça puisque je débarque, mais c'est vrai que voilà, le jeu vidéo est de mieux en mieux perçu. On trouve des outils et des jeux qui sont créés. Les créateurs ont de plus en plus aussi le souci de faire attention à toutes ces représentations dont on parle, ou en tout cas nous aussi on peut rajouter notre couche de médiation et de curation pour que ça fonctionne bien. Et les formats sont divers, donc il y a plein de possibilités aujourd'hui. C'est pas si compliqué. Et enfin c'est chouette quoi. C'est chouette de voir que c'est de mieux en mieux perçu, que les lieux culturels, quand on s'adresse à eux, on est moins pris comme des hurluberlus et que ça fonctionne. Donc là-dessus vraiment. Moi, je n'ai que hâte de voir à quel point ça va continuer à évoluer. Et le lien avec le dispositif scolaire, moi, je pense qu'il est vraiment à faire, effectivement. Enfin, on en a à peine parlé, mais voilà, c'est quelque chose où, clairement, intégrer des séances où on parle frontalement de jeux vidéo dans le parcours de ce que peuvent avoir les écoliers, les collégiens ou autres, ça me paraît tout à fait profitable. Donc voilà, moi, je suis très impatient de voir la suite et très content d'œuvrer à mon niveau là-dedans, quoi. Merci beaucoup. Merci à tous les quatre d'avoir participé à cette table ronde. Merci aussi pour votre attention. De toute façon, on reste pour la plupart disponible juste après ou dans les quelques jours qui restent. Voilà. Merci beaucoup.